presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est Comanche Club Poker Radio en direct comme toutes les semaines et en compagnie de mon chichi. Coucou mon chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, ça va très bien. Bon, cette semaine, on va pas parler de fiscalité. Ah. On va se détendre un petit peu plus, on va parler de cinéma, on va parler de sport, on va parler de jeux de société, on va parler de pop culture, quoi. Et pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'avoir Sylvain Charpentron alias Flegmatique. Salut. Hello, comment hello chichi? Ça va? Bah ouais, très bien. Eh ben, on est très content de t'avoir dans ces fauteuils. Et à côté de toi, on l'appelle l'éclopé. J'ai rescapé. Il revient de la guerre. Bah en Vietnam, fait, voilà, il y a un mec qui était pas content de Popcorn. Il dit je vais te briser un bras. C'est notre tapis volant. Salut tapis. Salut Comanche, salut Chichi. Bah alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, Victor, tu as un bras dans le plâtre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Une sombre histoire de une sombre histoire de chute le jour de la sortie de mon jeu. C'est vrai? Ouais. J'ai essayé d'aller capter internet et je me suis pété la gueule dans la boue. Oh putain. Ah ouais, dans la boue. Dans la boue, voilà, je me suis retenu avec mon poignet et on a cassé sur le coup. D'accord, bon. Ouais. C'est dangereux la campagne, hein. Faites gaffe. Ouais. Poignet, c'est dangereux de ne pas avoir internet à la campagne. Poignet fragile, manque d'entraînement. Ouais. Manque d'entraînement, tapis, je suis déçu. Ouais, mais toi, ça te serait pas arrivé, ça. Impossible. Poignet souple. Bon, on va évidemment parler de Popcorn tout à l'heure, de plein d'autres choses. Sylvain, on va faire un peu plus connaissance avec toi quand même. Yes. On va parler de tes débuts. Avant d'être chez Wina, avant tout ça, c'est quoi un petit peu ton parcours? Tu viens d'où, Sylvain? Je viens de Bressuire dans les Deux-Sèvres. Donc déjà, il faut le situer, hein, mais... Alors donne-nous la grande ville à côté. Niort. Et l'autre grande ville à côté de C'est dans Niort. le même département. Bah, c'est entre, si tu veux, je suis dans un espèce de triangle. C'est en France? Il y a Cholet, un peu plus au nord. Ok, c'est pour le basket, je sais. Voilà, exactement. Il y a Poitiers où j'ai fait mes études un peu à l'est et Niort au sud, quoi. Voilà. Ok, donc plutôt... On a le futuroscope, le basket. Et... Ouais, c'est ça. En gros, entre le Futuroscope et le Puy du Fou, entre Nantes et Bordeaux, c'est entre plein de choses. Mais c'est très mignon, hein. Faut y aller. Mais on capte pas toujours très bien Internet non plus. Donc faut faire gaffe. Attention à vos poignets. Ouais, J'ai fait mon lycée à Poitiers aussi. Voilà. Ah, mais voilà. Excuse-moi, t'avais posé une question ou pas? Ouais. Voilà. Mec, quand tu il veux va parler, pas tu lèves, de temps en temps. tu lèves la main quand Salut. tu veux La parler. main droite, s'il te plaît. Salut. Je vous le dis, moi aussi, je suis allé au cinéma une fois. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être dans Le monde des cartes. dans le monde des cartes? Bah, j'ai commencé via le jeu vidéo. J'étais rédacteur pour j'ai fait un premier stage chez Gamecult, qui est un site de jeux vidéo. Ça existe encore, Gamecube? Ça existe encore. Ça Il n'y a pas eu un grand Ouais, changement il y a quelques années? Ils se sont fait racheter, la rédaction historique est partie, donc ça a plus tout à fait la même saveur. la même identité aujourd'hui, mais à l'époque c'était quand même un gros truc. Et c'est ça qui m'a permis d'être embauché chez Eclipsia ensuite, qui était aussi un site de jeux vidéo, mais plutôt spécialisé. C'était plutôt une web TV avant d'être un site, qui était spécialisé dans League of Legends, qui était Notamment, un peu le début de League of Legends en France. Et il y avait à l'époque ceux qui sont devenus, qui étaient déjà des énormes streamers, mais qui sont devenus tous les plus gros streamers du moment. Il y avait Skyheart qui vient d'Eclipsia, ouais. qui vient d'Eclipsia, Zerator, Domingo a commencé aussi chez Eclipsia, et tous ces gens-là, je les ai rencontrés là-bas. Il y en a d'autres aujourd'hui qui sont un peu plus discrets, mais qui sont toujours dans le milieu du streaming et du jeu vidéo, et je suis resté 6 mois là-bas. Nous, c'était une rédaction qui vivait un peu à côté, mais on faisait de temps en temps des émissions sur la web TV. On avait notre émission hebdomadaire où on parlait des actualités, des sorties. On intervenait dans des matinales aussi avec Max Hildan, qui a aussi mis un pied dans le poker, qui est maintenant plutôt dans les jeux vidéo, dans les jeux de société plutôt. Ouais, tout à fait. Voilà, donc tout ce monde-là, à cette époque-là, bossait dans la même boîte, et on était en Angleterre, à Ashford, qui est au sud de Londres. C'est un peu le New York de Londres, quoi. C'est excuse-moi, je voulais placer Niort encore. En vrai, oui, parce que c'est la campagne, hein, vraiment. Hein, mais c'est cette espèce de banlieue éloignée de Londres où il y avait plein de gens qui prenaient le train pour aller bosser à Londres. Et pas grand-chose à y faire, mais on était une communauté française là-bas. C'était un bon moment, mais ça a duré que 6 mois. Je suis parti. Et je me suis retrouvé chez mes parents à chercher du taf. Et puis, à un moment, parmi toutes les offres d'emploi auxquelles j'ai postulé, il y avait Winamax, que je connaissais de nom.
via Patrick Bruel, j'avais des copains qui jouaient dessus, mais tu jouais pas du tout au poker, toi? Très très peu. J'avais, je sais pas, même je pense que les tournois online que j'avais lancés plutôt sur PS d'ailleurs, mais ça devait se compter sur les doigts d'une main, quoi. Ouais. Donc en fait, non mais c'était bizarre parce que t'avais plein de gens qui arrivaient chez Winal, faut fermer son compte et tout. Moi je disais, mais j'en ai jamais eu tout. C'est pas très très grave. T'étais joueur déjà dans l'âme de base, pas forcément, tu vois, jeu de cartes, mais tu jouais beaucoup. Ouais, je suis très joueur, j'aime beaucoup ça, jeux de société, jeux de cartes. On avait quand même, mon rapport avec le poker, c'était à la fac, j'avais lancé un tournoi de poker hebdomadaire, des home games avec des potes, avec un classement, etc. Donc j'y jouais, mais j'avais jamais essayé de creuser l'aspect stratégique du truc. C'était vraiment entre potes comme ça. Je sais même pas s'il y avait de l'argent à gagner. Enfin, c'était un jeu parmi tant d'autres avant d'être un jeu d'argent. J'aimais pas trop l'ambiance casino, etc. Donc, mais je me dis, après tout, pourquoi pas? Le poker, les cartes, ça m'intéresse sur le papier. Je trouvais un peu des correspondances avec le milieu du sport où je voulais plutôt bosser à la base. Je suis très très bon à retenir les noms propres, les palmarès de chacun, les tournois, etc. Donc ça m'a mis dans le bain assez vite. Et puis j'ai découvert après coup qu'il y a eu des centaines de personnes qui avaient, ou plutôt une centaine, enfin pas mal de monde qui avait postulé pour ce truc-là. Et j'ai été pris. C'était quoi l'intitulé du poste? C'était rédacteur poker, intégrer la rédaction poker. À ce moment-là, il y avait Kinshu et Harper qui partaient de la rédac. Et j'ai été pris avec Florence Bazet à l'époque. D'ailleurs, on était deux à avoir été pris en même temps par Benjo. On était une rédac de 3 à ce moment-là. Et j'ai dû écrire un article de coverage sur le Hero Call de Davidi Queen Eye, là où le mec s'était barré, il avait demandé à changer de classe, persuadé qu'il avait vu ses cartes. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça, un peu à ma grande surprise, quoi. J'ai intégré un milieu que je connaissais pas du tout, quoi. Enfin, vraiment, on a toujours entendu dire que chez Winamax il y avait un petit test d'orthographe, c'est vrai? Est-ce que tu as dû passer un test d'orthographe? Non, ça c'est plutôt quand tu veux intégrer, tu veux être community manager ou différents postes, pas le mien. Il n'y a pas besoin de toi de savoir écrire. Apparemment pas. Non, mais en tout cas, si, ils avaient bien aimé ce que j'avais fait, faut croire. Et puis, ça avait bien accroché avec Benjo à l'entretien. J'avais fait un entretien avec les boss de Winamax aussi, un truc qui se faisait pas trop non plus, mais c'est pareil, ça s'était bien passé. Et on est à quelle époque à peu près ça? J'ai intégré Wina, ça va faire bientôt 10 ans. C'était en avril 2015. Ah oui, oui, on est vraiment on fête les 10 années. Eh bien, ils sont là. Je sais pas si je vais le fêter. Christophe Chaming. J'étais le plus jeune de la boîte à l'époque, ça a bien changé. C'est vrai? Ouais. Attends, t'as quel âge là? J'ai bientôt 33, j'avais 22 ans quand je suis arrivé chez Winamax. D'accord. Après, t'as vu Winamax grandir depuis. On était 100, 110, tout le monde se connaissait, et je connaissais tout le monde, quoi. Donc oui, il y a eu, là, ça a triplé, voire quadruplé depuis, donc ouais, c'est assez dingue. Il y a une question qu'on aime bien poser aux gamers, c'est un petit peu, c'était quoi ta Madeleine de Proust quand t'étais petit? Si tu jouais alors aux jeux vidéo, et même pareil pour toi à tapis, jeux vidéo et jeux de société. Tout compris, quoi. Ouais, c'était quoi un petit peu Jeux vidéo, j'étais un joueur Nintendo, donc il y a eu les premiers Pokémon Or sur Game Boy Color. Après, ça ramène en arrière. Ouais, je suis passé à GameCube, moi c'était Super Smash Bros. Et sur PC, je jouais pas mal à Dofus au lycée, j'avais des potes on était pas mal à fond là-dedans. Toi, ta piste, c'était quoi? Un peu plus vieux, je jouais à Super Mario Land sur Game Boy. Super Mario Land. Je l'ai encore. Il fallait repartir du début à chaque fois, quoi. Super Mario Land. Déjà, joueur Game Boy, gros consommateur de piles. Ouais, forcément. Tout à fait. Tu te rappelles qu'elle devenait une batterie après. Elle devenait de plus en plus jaune quand t'avais, tu sais, l'écran devenait de plus en plus jaune quand t'avais plus de batterie. Ouais. Et tu sais, à la fin, tu voyais presque plus. Mais tu continuais à jouer. T'essayais. Et surtout, c'est ça, il n'y avait pas de rétroéclairage, quoi. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il y avait une loupe. Il y avait la loupe. Lampe. Ouais, mais ça coûte cher. Il fallait prendre la loupe. La batterie et la loupe. Et la mallette et tout. Et la mallette. Ouais, j'avais ça aussi. Et tes parents ils disaient mais tu vas t'abîmer les yeux. Tu le mets n'importe quoi. Et tu vois la taille de l'écran aujourd'hui. Tu fais mais on jouait des heures d'affilée. C'est clair. Putain. Et t'as saigné Tetris comme tout le monde. Ouais, putain, Tetris. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, on parlait de cinéma. Vous avez vu le film sur Tetris? Non. Il est dans ma watchlist depuis un bon moment. Je vais regarder. Si, c'est pas mal. Ouais, c'est des pièces qui jouent les rôles principaux. Attends, j'ai vu qu'il sortait Minecraft là en film. Ouais, non, mais qu'est-ce que tu fais quoi du coup? Bon, après Minecraft, il y a tout un monde quand même, donc mais il y a un monde Tetris, un film d'animation, quoi.
Et Tetris, c'est pas un film. Non, Tetris, c'est une animation, ils avaient fait le film aussi un film avec tu sais où il y avait Pac-Man qui arrivait sur Terre là. Pixels. Oui, Ouais, Pixel qui était un énorme bide, non? Énorme daube, ouais, je Une crois. énorme Ouais, daube, ouais. ouais. Bon, a priori, tu te doutais, hein, tu vois. Tu regardais Ça le sentait pitch. pas très bon. Ouais, Trois ça sent- indices, il y avait 2-3 indices. Non, le film sur Tetris, ça a le mérite de raconter l'histoire du créateur de Tetris, de voir comment un petit peu Nintendo a récupéré le truc. Non, c'est sympa, quoi, c'est intéressant. Un petit film d'animation qui était, moi je l'avais bien aimé, c'était Les Mondes de Ralph avec pas mal de refs. Ouais. J'avais bien aimé ce. Le premier, Le cool, premier ouais. était sympa. Ouais. Ouais, plein de refs pop culture un peu à la film Sonic, comme le des film trucs de comme ça. Spielberg là sur comment ça Ready s'appelle, Player One. Ready Player One. Player One. Ouais. Et pareil, film de votre enfance, un peu le genre pareil, le film qui vous fait penser à votre enfance, c'est quoi? Moi, c'est plutôt genre Retour vers le futur, Ouais. les Goonies. Liza Schindler, enfin tous les films. Feel good. Il y en a plein. Moi, j'ai dans l'animation, il y aurait peut-être le Géant de fer. Et après, j'ai l'impression d'avoir vu très tôt Indiana Jones et Dents de la Mer. Ça, c'est des trucs que j'ai vu poncer. On enregistrait à l'époque sur des cassettes. Et celles-là, elles devenaient illisibles. À la fin, Plus quoi. tu regardais la cassette, plus tu revenais en arrière, puis à la fin, il y l'as avait des défoncé, traits là-dessus. C'est ça. Jurassic Park. Toi, Tapi, on en a déjà parlé, mais on va faire assez rapidement. Avant tout ça, tu grandis où? T'as le droit de parler là maintenant. J'ai le droit de parler. Du coup, je viens aussi d'un coin qui est pas si loin que Bressuire. Donc, moi, je suis entre le Limousin et le Poitou-Charentes. Ok. Et donc, j'ai fait mes études à Poitiers, au lycée à Poitiers. Ah, c'est vrai. Voilà. Avant de venir à dit Paris tout à l'heure. pour essayer de taffer dans le cinéma. T'as toujours voulu faire du cinéma? Toujours, non, à 3-4 ans, non, mais Bah non, à 3-4 ans, tu peux vouloir. Non, c'était quoi ton rêve d'enfance? Tu voulais au faire début, quoi? je voulais être journaliste sportif, genre à 10-11 ans. Ah, moi aussi. Et Sur quoi? C'est plutôt foot, plutôt tennis, plutôt quoi? plutôt foot au début, après tennis, vélo, j'aimais bien. Et à T'as 13 toujours eu des goûts, des goûts singuliers. et à 13-14 ans, j'étais pour le coup, je voulais être réalisateur de films. Et, C'est un film en particulier qui t'a donné cette envie? Un film en particulier, peut-être. Je cite souvent Pulp Fiction parce que c'est le premier qui m'a fait un peu comprendre Le montage et le pouvoir de la réalisateur réalisation. derrière le film. Et puis après, ça m'a fait voir plein d'autres films. Parce qu'en gros, je lisais des interviews de Tarantino et il citait Ah ouais, il cite tous tout les le temps films tous les films qu'il aime, et donc, qui du l'ont coup, inspiré. comme ça, là, j'allais aller voir tous les autres films. T'as l'avais commencé passé, à regarder quoi. tous les films japonais de tous les. Ouais, toutes sortes de films. Après, je m'intéressais beaucoup au cinéma français aussi. Donc, du coup, j'ai La nouvelle vague. la nouvelle vague, avant la nouvelle Ouais. vague aussi. Et Donc tu voulais être réalisateur. tu voulais de être film. réalisateur de Ouais. film et tu t'es dit vas-y je vais monter à Paris, je vais aller faire c'était la Fémis non tu voulais faire Non, quoi moi en fait j'ai fait un BTS technique pour être monteur et dans le but de rejoindre la Fémis après, en se disant que j'aurais aussi un bagage, tu vois, pour pouvoir travailler en tant que monteur sur des films. Mais au final, j'ai pas fait la Fémis, j'ai même pas essayé de la faire parce que j'étais trop pressé de réaliser des films et de réaliser des courts-métrages. Donc non Tu t'es lancé en. t'as fait ton premier court-métrage à cette époque? non, alors premier court-métrage, j'en ai fait en amateur à partir de 15 ans, quoi. Mais des courts-métrages Un un peu peu plus pro. plus sérieux à ce moment-là, ouais. C'est quoi le premier truc que t'as fait avec ta première Tu film te rappelles de ton premier Premier tournage? film. Ouais. Premier film. Premier c'était- court-métrage. Premier court-métrage. Ouais, c'est un gonzo, c'est un truc Non, un ça peu amat. s'appelait Jusqu'où. Et en fait, c'était un film qui parlait de gens qui jouaient à un jeu. Mais c'était genre un jeu où il fallait faire t'avais des sortes de missions à faire, mais qui étaient de plus en plus violentes, tu vois. Ok. Tu devais genre tuer un chien, tuer ton père. Feel good, un truc. Et t'avais une sorte de CD qui t'indiquait la mission que tu devais faire. C'était Black Mirror Ouais, avant c'est l'heure. exactement. Je pensais exactement à Black Mirror. Avec, Ça me fait penser, tu te rappelles d'Atmosphère quand t'es gamin, Ouais, mais j'ai avec la jamais cassette joué à vidéo. Atmosphère, Ah, avec la cassette Atmosphère, vidéo, ouais. c'était Il incroyable. y a eu alors dernièrement j'ai vu un truc, c'est ultra nage, je pourrais pas dire le nom, mais en gros c'est des défis, c'est ça, mais en version un peu moderne, où en fait c'est un live, il y a que des gens sur téléphone, et en fait plus tu fais des actions un peu ouf,
plus t'as des points dans la communauté. Et ça commence tout gentil, genre ouais, tu voles un petit téléphone, un petit truc, et c'est pareil, ça monte crescendo, quoi. Attends, tu voles un petit téléphone? Mais c'est quoi? C'est un film? C'est quoi? C'est un film, mais c'est sur Ok. Netflix ou je sais pas quoi, et je Oui, bah, non, mais quand c'est un film, c'est sur Netflix en général. Non, mais c'est- c'est- Le concept a l'air très bien, naze, et puis on connaît. Ouais, j'ai du mal à le saisir quand même ce concept. Tu fais des petits Non, mais délires. en gros, a l'air bien, tu vas lancer des défis. Ça peut être au début, ça commence. Tu peux aller draguer une fille, par exemple. Voilà, ça Ok. commence par et ça forcément, ça va de plus en plus loin. Donc après, ça devient des idées totalement cons, quoi. Ok. Ouais. Voilà, c'est de la merde. Ouais, après, ça devient les 11 commandements. Voilà. Ah, Mais c'est bien les convaincre. Je suis sûr que jusqu'où c'est mieux. Bah, jusqu'où, quand j'étais petit, j'étais persuadé que c'était le film de l'année, tu vois. Tu l'as envoyé, je l'ai envoyé à toutes les prods. Je l'ai envoyé dans des festivals de vidéos, ouais. Ouais. Ok. Et J'ai- j'en ouais. ai fait quelques-uns, mais. C'est vrai? Ouais, ouais. Ah, tu fais des festoches. Des D'ailleurs, festivals de vidéos, tu vois. À l'époque, il y en avait beaucoup, en fait. Il y en a moins maintenant, mais. et il y a quoi à gagner? Enfin, est-ce que c'est le but, c'est d'être juste repéré par un producteur? Non, je pense que t'as pas spécialement de but à ce moment-là, c'est de te faire voir ton film. Il y a des trucs à gagner, mais qui sont, je sais pas, un caméscope à l'époque. c'est cool. Ouais, des trucs comme ça. T'es quoi. juste content en fait de monter ton Je sais même pas s'il y avait travail. vraiment des prix à gagner, vu que j'en ai jamais gagné. Est-ce qu'ils ont vraiment regardé ton film? Est-ce que t'es allé vraiment au festival? Ah, figure-toi que si tu veux des anecdotes comme ça, je suis allé à mon premier festival de vidéo, j'y suis allé, c'était genre à 700 km de chez moi. Ok. Et j'y suis allé alors que mon film n'avait pas été sélectionné. Tu le savais Et- ou pas? Ouais, je savais qu'il n'avait pas été sélectionné, mais j'avais dit à mon père, ça serait bien d'y aller pour voir Comment ça se passe, quoi. ouais, s'ils sont mieux, tu vois, que mon film. Et donc on était allé. Et là, les organisateurs, ils comprenaient pas, quoi. Ah bon, mais c'est quoi votre film? Ah bah c'est un film qui n'a pas été sélectionné. Ah bon? Mais il est con. Comment tu le vis? Bah, tu sais, à cette époque-là, c'est dur quand t'es gamin, quand t'as un échec comme ça. Tu le vivais comment? Tu t'en foutais? Ça a pas trop Ouais, d'impact sur toi? je me souviens pas trop comment je le ressentais, mais tu te dis c'est normal. Les autres, Progresse. je sais pas, tu te trouves des excuses, genre j'ai pas de moyens, Ouais. j'ai pas d'acteur. Enfin, t'as fait tourner ta petite sœur, ton père, donc tu t'imagines quand même pas que t'as fait le film de l'année, tu vois. Au moment où t'écris le scénario, tu te dis ah putain c'est une idée trop bien et tout, mais après Ton grand succès, ça sera en haut de l'échelle, en bas de l'échelle, je m'en rappelle plus. grand succès. Non, mais c'est Ah, disons que c'est un court métrage qui est un peu plus pro, quoi. qui est fait de plus dans des conditions pro. Ouais, on avait eu des aides de région, on avait un vrai budget, des techniciens. C'est quoi le budget d'un court métrage? Sur En bas de l'échelle, c'est genre. En bas de l'échelle, ouais. En bas de l'échelle, c'est 40 000 euros. 40 000 euros, ok. Ouais. Bah, 38 pour toi et 2000 de réal. Ouais, bah après, si tu veux, t'as genre 40 000 euros, mais t'as des trucs qui sont bizarres. C'est genre, on doit payer les gens, mais il n'y a pas assez d'argent pour payer les gens. Du coup, on les paye une journée, alors qu'ils travaillent 10 jours, quoi. Un bon truc de. Bon, après, quand tu vas de bosser cinéma, sur un quoi. court métrage, en général, Oui, tu sais que. le sais, mais disons que si t'as pas le CNC, normalement les courts métrages vraiment produits, ils ont genre 150 000 euros. Tu Ok. vois, quand nous on avait juste la région, donc ça faisait plus une autre aide, je sais plus, mais du coup on avait 40 000 euros. Et c'est pas suffisant en fait, Pour combien de jours de tournage? pour 10 jours. Parce que ça monopolise combien de personnes, ça? Alors, on était 25 à peu près. Ouais, pas mal de Ah, monde. quand même. Ah ouais, donc ça fait. Ouais, ça fait. Ça fait en fait, il y a plein de frais. Il y a la location Le de catering, matériel, il y a ouais. toute la régie, il y a énormément de frais qu'on soupçonne pas au début. Sylvain, toi, le cinéma, c'est aussi quelque chose, ça fait partie de tes passions. Ouais, carrément. Ouais. T'avais notamment même fait un podcast là-dessus. Bah, d'ailleurs, c'est pas t'as fait, enfin, le podcast, c'est la suite de t'avais fait un site, c'est ça? Ouais, en 2019, on a lancé avec deux potes que je vais citer, Menro et Otaksu. On avait lancé Le Grand Pop, qui était un site de pop culture au sens large. Donc il y avait ciné, séries, jeux vidéo, animé, littérature, etc. Et on avait quand même cette idée de, bon, on l'alimentait régulièrement, un article par semaine à tour de rôle, quoi. On a invité aussi des potes à écrire là-dedans. Ça, c'est plus ou moins arrêté l'an dernier, donc ça a duré quand même un peu plus de 5 ans. Et il y avait toujours cette idée qui traînait de transformer ça aussi en podcast. Donc on l'a concrétisé, je crois que c'était en 2022, on a commencé, quelque chose comme ça. Je l'avais fait pendant le confinement avec un pote qui était venu, on était sur Twitch, on faisait des émissions hebdo, c'était un peu le début de ça. Ça s'appelait le Petit Popcast. Et on a lancé le Grand Popcast. Et c'était dans l'idée de parler de sujets qui nous intéressaient. Au départ, on l'a fait tous les trois. Puis avec Gauthier, qui est un autre pote qui a rejoint le projet. Et puis on a fait venir des invités pour parler de sujets spécifiques.
Assassin's Creed, on a écrit un mec que je connaissais qui avait écrit un bouquin là-dessus. Enfin voilà, c'était ça a toujours fait partie pour parler de cinéma, mais pas que. Et on était plutôt content de ce qu'on arrivait à faire, mais quand t'es plusieurs, que tu fais ça à côté de ton taf, on avait chacun des projets à côté, de notre côté qu'on avait envie de mener. Au bout d'un moment, tu vois plus les difficultés que ça, et on a fini par lâcher le truc. Parce que et, c'était une diffusion on essayait de faire rythme. une fois toutes les 2 semaines. Ok. Et ce qui demande quand même pas mal d'orgas avec eux, en essayant de les regrouper, quoi, une fois avec invité, une fois sans invité, comme ça permettait d'en faire plusieurs assez rapidement. Et puis t'as le temps faut préparer les chroniques. Ouais, voilà. Ça se tournait où c'est quoi, vous louez un studio, C'est un pote qui faisait déjà des vidéos chez lui et qui est passionné de ça, qui a beaucoup de matos. Donc on avait franchement une installation qui était hyper propre. Hein. C'était Maxime Otaxo qui s'occupait de ça, de gérer les micros avec une station de mixage, etc. Donc on avait franchement un truc très très pro, quoi. Mais ça impliquait effectivement qu'on se déplace chez lui, que tout le monde soit dispo au même moment. Donc c'était un petit peu de logistique. Moi je m'occupais plutôt de la partie préparer les runners, de quoi on allait parler, comment, etc. Et ensuite on se lançait. C'était des trucs qui pouvaient durer jusqu'à facilement 2 heures. Quand on faisait nos cérémonies de remise de prix à la fin de l'année, on en a fait c'était 3 heures. Enfin, c'était notre façon un peu de faire le truc, mais il y avait une bonne ambiance et on aimait ça tous les trois. Et ça permettait de parler de tout ce qui touche de près ou de loin à la pop culture avec notre sentiment à nous, quoi. Est-ce que pour le développer un peu plus, à un moment vous vous êtes dit on va peut-être chercher des sponsors ou tout ça, ou finalement... Au départ, on avait quand même, c'était un petit projet indépendant qu'on voulait faire de notre côté, qu'on a réussi à maintenir, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment réussi, ou on s'est jamais motivé suffisamment, ou personne d'extérieur qui est venu pour que la bascule se fasse, si tu veux. Et ça aurait pu se faire, j'imagine, à pas mal de moments, si on avait effectivement la volonté de ramener de la pub, aller démarcher, tu vas le faire vraiment de nous-mêmes, mais où on n'était pas suffisamment prêt, où c'était un peu trop notre bébé, et on voulait pas le pervertir, entre guillemets, avec de la pub ou des choses comme ça. Et au final, ça a évolué. Il y a eu plusieurs versions du site. Romain est plutôt en charge de la partie graphisme, donc il nous a fait un truc très propre, très dans l'air du temps, etc. Côté SEO, pareil, on était très, 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 très bien. Presque trop, dans le sens où les gens nous trouvaient en faisant des recherches et n'allaient pas nous lire spécifiquement pour nous, tu vois. Donc ils allaient lire un article, ils avaient l'info qu'ils voulaient, et puis ils passaient à autre chose. Donc on avait des bons chiffres en fonction des articles, en fonction du moment, des recherches. Moi j'ai écrit des trucs et pouf, il y avait une diffusion télé et hop, l'article ressortait, il y avait un pic de fréquentation, mais c'était pas forcément que pour nous. Mais on se butait, hein. C'était des trucs qui étaient longs, qui faisaient 15 000, 20 000 signes. Il y avait beaucoup de contexte, beaucoup de recherches, donc ça nous demandait aussi du temps. C'était prenant pour 0 sous, mais ça nous faisait kiffer, ça faisait un peu le côté carte de visite, etc. T'es un grand fan de films d'animation. Ouais. C'était ta spécialité, c'était ta spécialité dans le podcast ou pas du tout? Après, ce projet-là s'est un petit peu arrêté. J'avais quand même comme idée de monter un projet tout seul, bien encouragé par ma chère et tendre qui est dans le studio, qui m'a dit mais community manager, qui m'a dit mais vas-y lance-toi, fais-le, quoi. Et au final j'ai ensemble, elle m'a aidé sur la partie graphisme, sur certains trucs, j'avais la connaissance du podcast parce qu'on avait fait le grand podcast avant, et je voulais effectivement parler de cinéma, et t'essayes un peu de trouver ta niche, de trouver ta spécificité, que c'est tellement large, il y a tellement de sorties. Il y en a beaucoup déjà des podcasts de cinéma. Exactement. Donc moi j'ai essayé de trouver ma spécialisation, et j'avais pas l'impression que ça existait un podcast spécialisé dans le cinéma d'animation. J'en ai découvert 2 après, mais pareil, qui n'ont pas une diffusion non plus hyper calé, etc. Donc je voulais le faire aussi pour ça, pour un peu me nicher, mais aussi parce que j'adore ça. Forcément, depuis tout petit, on a tous regardé des films d'animation quand on était petit, mais c'est quand même un truc qui m'a poursuivi depuis que j'habite à Paris. Je vais énormément au cinéma, et c'est vrai que j'ai une appétence particulière pour le cinéma d'animation. Je me suis dit, pour faire vivre un projet solo, il faut le faire par envie, par plaisir, et ça, j'adore, quoi. Mais mais juste un projet solo, ça veut dire que t'es seul devant ton micro? Ouais. Pendant un podcast de combien de temps? Au départ, c'était plutôt 30 minutes. Maintenant, j'en ai fait qui dure quasiment 1 heure. Mais j'ai du mal à l'imaginer, parce que tu vois, nous, faisant un podcast de talk show où tu discutes, c'est ok, tu la vois pas passer ton heure et demie, tes 2 heures.
mais tout seul face à un micro, Ouais, non, c'est un sacré exercice. Ah, c'est compliqué. Et au début, si tu mets du temps à t'y mettre, je parle devant un micro tout seul comme un Je con. suis tout seul. Non, mais c'est pas évident, quoi. Comment tu prépares justement ton émission? C'est quoi? C'est tu mets juste les thèmes que tu vas aborder, tu le fais plus en mode t'as écrit un peu des petites chroniques et tu les lis, ça se Ouais, j'ai un runner qui est assez fouillé. Enfin, il a une structure, quoi. Au début, je fais plutôt la critique du film comme je le ferais dans un article. Et ensuite, j'apporte un peu de contexte, soit autour de la période de production, soit je vais centrer sur le réalisateur, soit il y a eu une polémique autour du film et j'ai parlé de ça. Ça dépend un peu de ce que je trouve et de ce dont j'ai envie de parler pour, en gros, les gens Étoffer le les, truc. ouais, voilà, les gens qui veulent un peu plus d'infos, aller au-delà du film lui-même. T'as cette partie-là et ça, effectivement, je fais beaucoup de recherches, mais c'est vrai que j'écris beaucoup en amont. J'écris, genre, je lis pas quand je fais le podcast texto, mais j'ai des cases avec des listes d'infos dedans et je prépare mon émission comme ça et ensuite j'enregistre. Ton premier épisode, c'était sur quel film? J'avais parlé, c'était en mai de l'an dernier, il y a bientôt un an, et j'avais parlé de Kung Fu Panda 4. Ah oui. et le dernier que j'ai sorti, du coup là on est jeudi, j'ai sorti hier, mercredi, c'est sur Porco Rosso, donc un film de Miyazaki. Je me restreins pas, quoi. Il y a du japonais forcément, il y a de l'américain, il y a du français, il y a du grand public, il y a des choses un petit peu plus niches, et je fais principalement tout seul, mais de plus en plus, je l'ai déjà fait avec des copains qui sont venus parler dans le podcast, avec madame aussi, on a fait un épisode sur Ratatouille, et dans l'idée d'essayer de ramener des gens ou chez moi, de faire ça à distance, enfin d'avoir un épisode sur 2 avec un invité pour parler plus d'un film d'animation coup de cœur à lui, il amène ça et on en discute, quoi. Donc là, Alors, c'est le format un petit peu différent. Question pour tous les deux, c'est quoi un peu votre consommation de films et également de cinéma? Est-ce que vous y allez vraiment beaucoup? C'est plutôt à la maison? Ça se passe comment? Je vais beaucoup en salle depuis que je suis arrivé à Paris. C'est vrai que j'ai découvert ça. Tu peux aller voir toutes les sorties. Il y a des ressorties, il y a les films de C'est ça qui est trop patrimoine, bien, il y a, voilà. Donc, je sais pas, en une année, j'ai mon max, c'est peut-être 100-120 fois en salle. Et en moyenne, autour de 70-80 séances par an. Là, toutes les semaines, il y a un minimum un film, quoi. Ouais, en moyenne, j'y vais une fois par semaine. Mais d'ailleurs, pour un peu, je le batch un peu. C'est-à-dire que quand on va au ciné, souvent, on s'en fait 2 dans la même soirée, quoi. Okay. Ah ouais, on enchaîne. Voilà. Et dur, plus à la maison, voilà. Mais ça réduit un peu la consommation Je trouve que de DVD, des trucs comme ça. C'est dur quand t'as vu un film qui t'a beaucoup plu d'enchaîner avec un autre. Ouais, parfois faut prendre un peu le temps de digérer. Mais Je choisis un navet pour le premier. Ouais, c'est ça. Choisis un Ah, navet. alors, l'idée, je t'en conseille un, c'est un truc des mecs qui doivent voler un téléphone. Toi, Tapi, c'est quoi? Moi, je vais moins au cinéma qu'avant. Avant, j'avais, je pense, des chiffres à peu près pareils. Peut-être une centaine de films par an. Maintenant, c'est plutôt genre une trentaine, quoi. Il y a des bons sièges pour les handicapés, tu devrais y aller. Hein. Mais non, je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est peut-être le côté série qui t'a pris le attrapé, ouais. Et qui t'a, ouais. Du coup, je pense que je fais moins l'effort d'aller au cinéma et du coup, je vais regarder plus de séries. Alors, vous avez compris, on va beaucoup parler quand même de cinéma parce que moi, j'aime beaucoup le cinéma. Alors, c'est un podcast poker, je le rappelle. Hein. Ouais, mais il y en a un qui fait, mais attends, quand est-ce qu'on va parler de 3 Bet Light? Il y a une partie technique spéciale. Attends, on le dit, il y a une partie technique spéciale. Il y a une partie technique. Ouais. Si on n'a pas eu la semaine dernière, je me suis fait engueuler. Il n'y aura pas de 3 Bet Light. Pas de 3 Bet Light. Je me permets de faire ma pub, je n'ai même pas cité le nom du podcast qui s'appelle Animedia. Voilà. Animedia. On va reparler un peu de films d'animation. Toi, t'es plutôt film d'animation américain, français, japonais, t'es plutôt quoi? En fait, déjà, j'aime beaucoup le cinéma d'animation japonais, mais en fait, quand je me rends compte que c'est comme pour plein de choses, j'ai à peine gratté la surface, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'animation japonaise, t'as à la fois ce qui sort en salle et t'as les animés, les séries, quoi. Et alors là, mais il y en a pour tout suivre, c'est littéralement impossible. Il faut vraiment être spécialisé là-dedans. C'est vrai que quand j'ai lancé ça, je n'ai pas eu conscience il y a tout le pan du cinéma japonais avec toutes ses spécificités, et tu as des sorties spéciales en salle de trucs qui sont en fait des compilations des premiers épisodes d'une série et qui, tu rentres très vite dans la niche de la niche de la niche, donc faut faire gaffe à ça. Mais j'aime beaucoup ça d'une manière générale. Et après, ce que fait le cinéma d'animation européen, avec assez peu de budget, il y a il y a une énorme diversité. Il y a Mars Express qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est un film d'animation français de science-fiction, un peu film noir, qui est une super proposition qui justement dépasse pour moi le cinéma d'animation. C'est un vrai bon film tout court, quoi.
Ouais, donc plutôt européen et japonais. Ouais. Et toi, Tapi, t'es consommateur de films d'animation? Alors, pas forcément tant que ça. Je regarde au final pas mal de films un peu mainstream, quoi, d'animation, les Pixar. Genre les Miyazaki, les Pixar, ouais, Miyazaki, Ce qui passe en cinéma en France, globalement. Ouais, près, après, peut-être un peu plus, mais je vais pas forcément chercher plus que ça, quoi. Bah, ouais, paradoxalement, c'est un peu niche, ou alors trop souvent ça va être considéré que c'est du cinéma pour enfants. D'ailleurs, c'est même pas toujours diffusé le soir. J'ai découvert ça aussi. Plein de films d'animation qu'ils ont diffusé que en après-midi, donc c'est pas forcément évident. Même si t'es intéressé, c'est pas évident d'y aller, quoi. Est-ce que moi j'ai un peu l'impression, alors vu de loin pour le coup, mais que ça a quand même vachement augmenté depuis l'avènement des mangas depuis quelques années. On sait que d'ailleurs la France est l'un des pays les plus consommateurs. On est deuxième. Voilà. Manga, ouais. Et j'ai l'impression, tu vois, on parlait de Netflix, je sais pas, j'en vois passer plein des films d'animés, etc. Et ça a pas changé un petit peu la place quand même des animés, alors, surtout japonais, j'ai l'impression, majoritairement. Mais... Ouais, japonais, ça reste à la fois niche pour certains trucs, et à la fois, quand il y a un Miyazaki qui sort, t'as toute la critique globale qui va te dire ah là c'est génial, mais c'est génial une fois tous les 4 ans quand il y a un film qui vaut le coup. Pour le reste, on laisse ça au weeb, quoi. Donc ça dépend. Mais par contre, il y a une très très forte communauté, notamment ados, jeunes adultes, qui adorent ça. Je suis allé il y a pas très longtemps au Grand Rex parce qu'ils avaient fait une projection spéciale de la fin de l'Attaque des Titans, où c'était compilé en un film de 2h30. Le truc était plein à craquer et tout le monde était giga chaud, et je peux dire que j'augmentais la moyenne d'âge dans le cinéma, quoi. Donc il y a vraiment, d'une manière générale, une très très forte appétence pour ça. On l'a vu quand il y a eu le pass culture, c'est-à-dire les jeunes ils se remettent sur les mangas, quoi, ils adorent. Donc il y a des grosses ventes, et forcément ça se traduit aussi un petit peu en animation. Je pense que le cinéma, peut-être les adolescents, c'est pas forcément ceux qui vont le plus au cinéma. Donc il y a ça de côté, et puis il y a quand même pas mal de sorties plutôt aussi regroupées en fin d'année. Et c'est vrai que quand on parle de film d'animation, il y a quand même deux pans. C'est-à-dire, il y a le côté film d'animation pour enfants. Ouais. Il y a plein de films d'animation que tu peux pas montrer à tes enfants, ou alors pas parce qu'ils sont forcément violents, mais parce qu'ils ont aussi une certaine, ils demandent un certain degré de maturité. Le tombeau des Lucioles, tu vas pas le montrer à tes enfants, non. ton enfant de 8-9 ans, quoi. Alors que c'est des enfants, les personnages principaux, donc tu peux te dire que, mais non, c'est ça. Parfois il y a des problèmes des problèmes. C'est compliqué de faire comprendre que ok, c'est un film d'animation, c'est du dessin, c'est un dessin animé si tu veux, mais c'est pas pour autant que c'est que pour les enfants de 5 à 12 ans, quoi. Plein de films d'animation adultes, ça aussi c'est pas évident à marketer. J'ai l'impression que dans pas mal de pays, notamment en France, t'as déjà une première barrière quand tu passes à l'animation. T'as plein de gens qui se disent c'est pas pour moi, c'est de l'animation. Parce qu'on considère trop souvent ça comme un genre, comme si c'était un film de science-fiction, une comédie, etc. En animation, tu peux tout faire. Tu peux faire du truc familial, tu peux faire du truc beaucoup plus violent, sombre, tu peux faire du western, de la science-fiction, de la romance. C'est une technique de cinéma. Ce que j'essaye de faire passer à travers le podcast, c'est pour ça que je brosse très très large à dessin. C'est-à-dire que je parle de trucs très adultes, et de l'autre côté, je vais parler d'un Pixar, je vais parler d'un film un peu plus pour enfants. J'ai parlé d'Ernest et Célestine il y a pas longtemps, qui est l'histoire d'un ours et d'une souris. J'ai des enfants, mais c'est super mignon. C'est magnifique. Et t'as même des thématiques à en tirer, et quand t'es adulte, tu le verras pas de la même manière. Et c'est pour ça que c'est souvent des films qui sont super à voir à différentes périodes de sa vie, quoi. D'ailleurs, vas-y. Ouais, ça a un peu, c'est marrant ce système de classement de films qui sont pas pour les enfants, parce que nous, à notre époque, à l'époque sur le Club Dorothée, par exemple, il y a eu Dragon Ball Z, etc. C'était pour les adultes, c'était que des dessins animés, mais en fait, c'est hyper violent. Tu vois, tu commences à regarder ça, t'avais quand même des mecs transpercés avec des coups de poing, quoi. Et ça choquait personne juste parce que c'était du dessin animé. Ça choquait Ségolène Royal et tous ceux qui disaient faut pas montrer ça à notre enfance. Et au final, c'était juste rangé dans une seule catégorie, quoi. Et j'ai une petite question. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui justement, on parle d'animation. Il y a tout un pan des films de Disney qui sont ressortis en, comment on appelle ça, en live film. Ouais, live. Comment ils appellent live action. Live action, ouais. Donc ils essaient de tous les faire un peu, quoi. Vous en pensez quoi? À part c'est pour l'oseille. C'est clairement pour l'oseille. Mais ils ont bien réussi, parce qu'a priori, je crois
crois que c'est le Roi Lion qui a tout explosé au box-office, qui a fait plus d'1,5 milliard, je crois. C'est ça, ouais, non, c'est purement pour aller chercher ça, quoi. On n'a plus d'idées, on le refait, et ça date pas non plus d'il y a quelques années. Moi, j'avais vu, un des rares que j'ai vu, c'est le livre de la jungle, je crois, qui était sorti en 2016. Qui a cartonné aussi. Hein. Qui était, pour le coup, je trouvais ça assez impressionnant parce que, bon, ils appellent ça live, mais il y a tellement d'effets spéciaux, d'images de synthèse qu'on est à la frontière entre les deux, mais j'avais trouvé que c'était une relecture intéressante. Et tous les autres, c'est vrai que d'une manière générale, ça ne m'intéresse pas beaucoup, quoi. Que ce soit Aladdin, Blanche-Neige qui vient de sortir, même le Dumbo, on me disait c'est pas si mal et tout. Mais j'aime tellement Dumbo original, pourquoi j'irais. Dumbo, c'est réalisé par Tim Burton. Tim Burton, en plus, tu te dis, il va peut-être y avoir un truc, Dumbo en squelette qui arrive et tout. Mais ouais, a priori, je crois qu'il y a quand même, surtout les derniers, ça se casse pas mal la gueule au box-office, notamment le dernier Blanche-Neige qui, apparemment, c'est catastrophique. Même le Mufasa marche pas il a pas aussi bien marché qu'il l'aurait voulu, je crois. Mais ouais, et donc toi, qu'est-ce que t'en penses, Tapi ? Je t'avoue que moi, ça m'intéresse pas spécialement de les revoir sous forme live, quoi. Pour le coup, j'ai des bons souvenirs des films d'animation bien sûr, que j'ai vus petit, et j'y vois pas spécialement d'intérêt. Une espèce de charme du film original. Je préférais le regarder à nouveau, tu vois. En fait, s'il n'y a pas d'idées nouvelles, ça t'apporte pas grand-chose au final. Non, non, et j'ai l'impression... pas critique, je l'ai pas vu, tu vois, mais refaire le Roi Lion avec des animaux qui ont l'air réalistes, déjà je trouve que ça n'a aucun sens. Surtout quand tu les fais chanter derrière et que visiblement le film fait une demi-heure de plus, tu dis pourquoi, vraiment pourquoi faire, quoi, à part quand t'as la thune, quoi. Quand t'as vraiment un film original qui est une telle pépite, quoi. C'est ça qui est fou. Bon, si tu devais classer les Miyazaki, tu devais dire tes 3 Miyazaki préférés. J'y réfléchis parce que comme j'ai parlé de Porco Rosso récemment, je me suis fait un petit classement dans ma tête. Lui, il est dans mon top 5 déjà, mais je pense que le podium, il bouge assez peu. C'est Le Voyage de Chihiro, Nausicaa et Mon voisin Totoro. Ok. Voilà. Et toi, Victor ? Voyage de Chihiro, sans doute. Princesse Mononoke, après, je pense. Nausicaa, j'ai pas vu. Donc, ouais. S'il y avait 3... C'était 2. Ouais, tu peux citer. D'ailleurs, je l'ai vu il y a très longtemps et je le revois parce que... Avec Jean Reno en VF. Ah ouais, et Jean-Luc Reichmann. Ah ouais, merde. D'ailleurs, tiens, tu parles de VF, de VO, il y a souvent quand même ce débat. On dit, moi je suis très... par exemple, les vieux films, je suis ultra VF, tu vois, avant 2000 et depuis VO. Et dans le film d'animation, c'est différent, tu vois, parce qu'il n'y a pas vraiment d'acteurs. Est-ce qu'il y a quand même une vraie différence de qualité entre des doublages VF et des doublages VO? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai toujours tendance à privilégier la VO, même en animation. Ah ouais. Mais on a globalement des très bons doubleurs en France. Et pour parler de Ernest et Célestine, où c'est Lambert Wilson qui fait la voix du personnage principal. Donc on ramène aussi des acteurs, mais il y a tout un tas de second rôles qui sont faits par des voix que tu connais, quoi. Il y a la voix d'Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, il y a la voix de Gimli. Enfin, il y a des trucs que tu te dis, tiens, je connais cette voix. Et des fois, il y a vraiment un pur plaisir de ça, de reconnaître qui sont des super acteurs. La plupart viennent du théâtre. Mais c'est acteur de doublage. Ouais. C'est un véritable acteur. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs que les films, en fait, quand t'as un film vraiment tourné et que t'as un doubleur, généralement c'est pas très bon parce que il doit jouer une scène d'un autre acteur qui joue, mais pour le doublage, là, comme c'est un véritable acteur de doublage qui doit juste parler sur un dessin animé, là, ça, en général, moi je trouve que ça gêne moins d'avoir... Ouais, en tout cas, je pense que pour ce qui est de la VF, ça fonctionne très très bien, quoi. C'est pour ça que tu peux le montrer sans problème à tes enfants. Et comme tu dis, pour le coup, pour des films qui ne sont pas des films d'animation ou quand t'as grandi avec la VF, parfois c'est difficile de passer, passer à la VO. Le Roi Lion, j'aurais du mal à le regarder en VO, quoi. C'est surtout ça, tu dis les films avant 2000, mais c'est surtout les films que tu as déjà vus en VF et souvent. Oui, mais c'est quand j'étais gamin et je regardais que de la VF. Retour vers le futur, je sais que la VO elle est bien, mais j'ai envie de le regarder. Oui, ces films de Stéphane, bien sûr. Par exemple, quand j'ai revu la série Batman des années 90, le dessin animé, la série animée, ouais. Je voyais ça sur France 3 quand j'étais petit, quoi. Et j'essayais de le mettre en VO parce que je sais qu'il y a Mark Hamill qui fait Joker, un truc comme ça. Mais c'est pas possible. Pour moi, Batman, c'est Richard Darbois, c'est celui qui double le génie dans Aladdin, par exemple, ou même Indiana Jones dans je sais plus lequel des 3 films.
je suis trop attaché à ça. Et donc j'en ai regardé toute la série en VF, quoi. Et je fais pas ça souvent, mais là en l'occurrence, je me voyais pas faire autre chose. Et je reviens sur Miyazaki. J'ai lu tout à l'heure une anecdote dans le train. Je vais pas je vais peut-être l'écorner, mais apparemment je crois que c'est pour Princesse Mononoke, qui a été produit aux États-Unis qui devait être distribué par Weinstein, si je me trompe pas. Et en gros, Harvey Weinstein, avant d'être connu pour ses nombreuses frasques, avait demandé en gros à descendre le film à 90 minutes alors qu'il en fait 2h20. C'est ça, il fait 2h20. Et Miyazaki, donc avec son, enfin tu vois, c'est un mec qui gueule quoi. En gros, et, bref, il a dit si tu descends pas ton film à 90 minutes, tu bosseras plus jamais dans l'industrie, machin. Et Miyazaki lui a fait livrer un katana avec gravé dessus Don't Cut. Voilà. J'ai trouvé. Je sais pas si. Est-ce que tu avais déjà entendu la note? Je n'étais pas au courant de cette anecdote, mais il y a. No cut, pardon. Don't cut. Ah oui, no cut. C'était oui. no cut, voilà. Ouais, voilà, c'est assez clair. Mais oui, il y a des trucs comme ça de localisation, notamment aux États-Unis, de films japonais. Enfin, je sais que par exemple, quand ils ont localisé Kiki, la petite sorcière, à la fin du film, enfin au milieu du film, le chat qui est le compagnon de Kiki perd la parole. Et dans la version japonaise, jusqu'au bout, il ne parle plus et il part même avec un autre chat et voilà, il laisse Kiki quoi. Dans la version américaine, à la fin, il retrouve la parole. Donc c'est un peu genre il faut du happy ending. Il faut un happy ending et ça change, tu vois, le truc. C'est aussi une façon de dire que l'héroïne a grandi et elle parle plus à son chat, quoi. Et non, dans la version américaine, fallait garder ce truc très très mignon et donc c'est très très courant, quoi. Et même d'une manière générale, même en France, dans les années 80-90, où on n'avait aucun problème à couper les trucs n'importe comment, à enlever ou les scènes violentes ou à changer des bouts enfin quitte à perdre le sens de l'histoire. On s'en et foutait, puis des fois avec des faux raccords. Ouais. C'est arrivé très fréquemment. Il n'y avait pas du tout ce respect de l'œuvre de là-bas. On voulait juste l'adapter au public global. On se disait, on n'est pas prêt pour ça. Et puis, il y a beaucoup ça dans les reprises de films aussi américains quand ils reprenaient les films asiatiques. Oui, c'est pas forcément. Ouais, c'est ça. C'est pas... De changer toujours la fin pour qu'elle soit plus polissée. Et alors qu'en Asie, c'est ils s'en foutent. Il y a une fin, qu'elle soit dure ou pas, c'est peu importe. La localisation, globalement, c'est un sujet à part entière, quand on parle de localisation, juste même pour les thèmes, pour la musique, parce qu'en fait nous on a grandi avec Dragon Ball Z chanté par Ariane, tu vois, mais en fait pour moi ça a toujours été c'était Ariane, c'était Ariane quoi, et en fait un jour tu découvres la version originale, tu vois, qui est très cool, tu vois, la musique et tu réécoutes les paroles de ce truc du Club Dorothée, c'était quand même d'une niaiserie absolue, quoi. Ah bah tous, ouais. Ça c'était tous les génériques. Et je crois qu'ils avaient un peu le droit de faire ce qu'ils voulaient. Ah bah là je peux te dire qu'ils pouvaient lui chier dessus, il y a pas de problème. Les VF de Nicky Larson, de Ken le Survivant et tout, mais les mecs partaient en roue libre dans des trucs, enfin vraiment. Il y avait de quoi après aussi. En plus il y avait toujours cette voix de méchant. C'était le même méchant dans tous les mangas français, quoi. Il y avait cette liberté parce que de toute façon personne n'avait vu les originaux, ils étaient même pas disponibles, voilà. Donc c'était ta norme. On fait ce qu'on veut. Les acteurs, on les embauchait, mais ils avaient aucune idée de ce sur quoi. C'était tellement loin, comme la plupart venaient du théâtre, c'était tellement loin de leur truc de base que ils se faisaient plaisir. Ça se trouve, eux, ils avaient même pas les originaux. Enfin, bah non. Ça se trouve, eux, on leur envoyait le truc et ils étaient. Allez, vas-y, let's go, démerde-toi, quoi. Maintenant, il y a un respect de l'œuvre originale. Tu peux pas faire n'importe quoi. Parce qu'aussi, tu sais que le consommateur, s'il veut, il a accès à l'œuvre originale. Ouais. En plus, en un clic, tu changes la voix en un clic. Donc, t'as peut-être plus. Après, est-ce que. Moi, j'aimais bien un peu des fois, tu vois, le fait qu'ils partent un peu en cacahuète et que ça. Par exemple, tu prends les vieux films, mais jamais j'adore des films des années 80, un peu série B, des trucs comme ça. C'est trop bien parce que les doubleurs ils se font des kiffs, tu sens qu'ils se font des kiffs. Le film est tellement nul en général. Mais le film est bidon, mais ça rajoute un petit charme, tu vois, un petit truc que j'aime bien, quoi. Même dans les titres des films à l'époque, ils faisaient, sur les trucs de vidéoclub, ils faisaient n'importe quoi. Les titres des films d'ailleurs, Caddy. Waouh. Oh, je mixe, mais les gens que j'aime. Non mais attends, on n'a pas parlé de jeux de société. Ouais, les jeux de société. C'est quoi le switch? Un moment de dire je vais faire des jeux de société, quoi. C'est arrivé quand? En fait, j'écoutais une émission de Club Poker Radio. Je me disais putain, il y en a un peu marre du poker. Ouais, t'as raison. Non, le Switch, je sais pas trop. C'est un moment, c'est la découverte d'un jeu. C'était quoi? C'était Codenames. Ouais. Donc j'ai découvert ça et puis
le pote qui m'a fait découvrir m'avait raconté un peu l'histoire du jeu, qu'il avait été créé en 15 minutes, machin. Ah ouais? Je trouvais le jeu assez fou. C'est français? Non. Non, c'est un jeu tchèque. Ok. Et je suis vraiment tombé amoureux du jeu et de l'idée de faire des jeux, quoi. Enfin, tu vois, c'était pas le côté 15 minutes ou machin, mais en fait, c'est pareil, j'avais jamais vraiment pensé qu'il y avait des gens derrière les jeux. Enfin, tu vois, c'était... Et pourtant, enfin, tu vois, j'ai joué quand même à pas mal de jeux, mais les jeux de notre enfance, tu vois, il n'y avait pas des noms d'auteurs. En tout cas, on les connaissait pas, quoi. Donc, et là, j'ai eu un peu la même chose qu'avec le cinéma à 14 ans. Tu vois, j'ai voulu aller regarder tout ce qui se faisait, découvrir un peu tous les jeux, et rapidement aussi essayer de faire des jeux, quoi. Alors proposer des nouvelles choses, quoi. le monde du jeu de société, c'est même pas qu'il est vaste, c'est énorme, un peu comme le monde du cinéma, quoi. Il y a des milliers de jeux différents. Ouais, il y a genre à peu près 1000 jeux qui sortent par an, quoi. Donc ouais, c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Par rapport au milieu du livre, c'est très peu. Il va y avoir 50 000 nouveaux livres par an. T'as 1000 jeux, quoi. Donc, Et après, c'est aussi très niche parce que tu vois, tu dis il y a 1000 jeux, mais au final, si t'es pas vraiment dans le milieu, c'est tout le temps les mêmes jeux qui ressortent. Tu vois, Ouais. les jeux très connus, le Uno, je sais pas, le Skyjo, Version, ouais, Monopoly à l'époque. bah ouais, c'est sûr. Bah, en tout cas, il y a peu de nouveaux jeux qui arrivent à se faire vraiment une place donc dans les rayons et dans la grande distribution. Et donc, toi, tu parles du Uno, mais le Uno, c'est un jeu qui existe depuis des années et des années. Des nouveaux jeux qui arrivent à se faire une place et à arriver... Bah, le Skyjo, par exemple, on en parle. C'est un jeu ouais. qui est arrivé, qui s'est fait une place et qui est devenu... Skyjo, il existe depuis 5 ans, effectivement, et tout le monde le connaît. C'est français, non? Non, c'est pas français, c'est allemand, Ah. je crois. Il y a le loup-garou qui a explosé de partout. Ouais. Bah, après, il a explosé bien avant l'émission. Ouais, oui, Bien sûr, mais remis un peu au goût Oui, du remis jour au avec, goût du jour, avec l'émission, mais... Loup-garou, ouais, C'est français, non? Ouais, Loup-garou, c'est français. Ouais. Ah, c'est bon, je l'ai placé. Mais Loup-garou, c'est français, mais c'est quand même une adaptation d'un jeu qui existait déjà, qui s'appelait Mafia, et qui était un jeu russe. Exactement, ouais. C'était... Donc, c'est français, mais bon. C'est une variante, quoi. C'est une variante, un peu, ouais. C'est quoi un petit peu ton top des jeux que tu as le plus joué et qui t'ont fait le plus kiffer Alors, c'est des jeux qui vont pas forcément parler à beaucoup de monde, mais... Ok, c'est parti. Alors, on est parti dans la niche de la niche, mais c'est pas grave. Top 1, je pense, c'est un jeu qui s'appelle Fantasy Realms. C'est un jeu de cartes à pouvoir, quoi. En Ok. gros, T'as juste des cartes, t'as pas de plateau. Non, t'as juste des cartes, ouais. Ok. En fait, tu dois juste composer la meilleure main possible avec des cartes qui combattent les unes avec les autres. Donc, à la Magic, quoi, dans l'idée. Un peu, ouais. Tu sélectionnes les cartes et en fait, les cartes, elles ont des pouvoirs. Par exemple, si tu as cette carte-là plus cette carte-là, tu vas avoir tant de points. Si tu as cette carte-là, mais qu'il n'y a pas de carte de telle famille, bah, du coup, tu vas perdre des points, ce genre de trucs, quoi. Et c'est vraiment un jeu très addictif que tu joues facilement, tu vois, en 10 minutes. Ok. Donc, j'ai dû en faire 400 parties. Donc, Fantasy Realms. Fantasy Realms. Après, Codenames, ça a toujours une place importante. Toujours. J'y joue plus beaucoup et je joue plus à la version 2 joueurs. Mais j'aime toujours beaucoup ce jeu. Codename Duo, c'est quoi? Ouais, Codename Duo. Ouais. T'es fort. Ouais, ils s'appellent tous Duo dès que c'est. Après, je sais pas, il y a plein de jeux que j'aime bien, mais c'est pas forcément des jeux très Et connus. tu joues plus du tout à des vieux jeux de société, genre, je sais pas, Trial Poursuite, Monopoly Plus pour découvrir certains que j'ai connaissais jamais pas joué. Tu vois, par exemple, j'ai joué à Destin il y a pas très longtemps. Destin. J'avais putain. jamais joué. La pub. Cluedo, incroyable. Cluedo, j'avais jamais joué, étonnamment. Ah ouais? Donc du coup, ces jeux-là, j'ai envie de les découvrir un peu pour savoir parce que Ok. Madame est outrée, hein, elle adore le Cluedo. Attends, tu parlais de Destin, la pub, c'était pas. Jouer à destin pour changer de vie. Ouais, c'est ça. L'autre, il roulait Avec dans sa une petite décapotable. musique, Non, Il tournait la roue là et Ouais. ouais, ça partait. Mais les pubs de jeux société avant, elles étaient incroyables. c'était incroyable. Un jeu MB. On en fait beaucoup moins des pubs comme ça pour le coup, pour les jeux de société. Il y en a pas des aussi grosses. Ouais. Et dernier, ça serait quoi ton. Enfin, après Fantasy Realms, t'as dit Codename. Et troisième, ça serait quoi? Je sais pas, il y a un jeu qui s'appelle Through the Edges qui est fait par celui qui a fait Codenames, mais c'est un jeu beaucoup plus compliqué, un jeu de civilisation. En gros, tu vas développer ta civilisation à partir de l'Antiquité jusqu'à maintenant. Mhm. Et, c'est un gros jeu expert, mais qui est dispo sur. C'est civilisation en jeu de société quoi. Ouais, un peu. Edge of Empire. Mais Ouais, vraiment, un jeu. La partie dure 4 heures. Partie dure. En fait, en 4 jours. en live, elle dure 4-5 heures.
Mais après, moi, je la joue souvent sur appli. Donc, D'accord. il y a une Sur comment s'appelle le site où on peut jouer tous les non, jeux là, non enfin, même s'il y a une appli en fait sur iPhone. Et du coup, là, c'est vachement plus simple. Ok. Toutes les manipulations de Elles plateau, se font tu les fais automatiquement. automatiquement. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de manip tu vois, les ressources que tu dois gérer, que tu dois enlever du plateau, remettre, machin. Enfin, il y a plein de trucs qui sont un peu laborieux sur la version plateau. Et au final, il y a peu de gens qui jouent à la version plateau. Et encore beaucoup de gens qui jouent à cette version, soit sur Steam, soit sur appli, quoi. Il y a un vrai business maintenant des jeux de société sur appli. Tu vois, par exemple, Alors, est-ce que toi, pour Popcorn, ça peut être une éventualité? Ouais, tout à fait. Alors, il y a un vrai business, ouais, clairement. Il y a une plateforme qui est un peu dominante qui s'appelle Board Game Arena. Ouais, sur Board Game Arena, tu peux jouer. Il y a à tous les jeux, il y a genre 1000 jeux qui sont mis dessus. Et il y a genre je sais pas, 4-5 jeux nouveaux par semaine qui arrivent sur la plateforme. Et c'est gratuit. C'est pas gratuit, mais Ouais, tu peux jouer gratuitement. tu peux jouer gratuitement, mais tu as une version payante où là, tu as accès à tous les jeux. Et sinon, tu peux jouer à certains jeux et être invité à d'autres jeux. Donc, Ouais. tu peux quand même jouer à tout. Tu sais Mais... que pendant le confinement, moi, ça permettait de jouer à des jeux avec tes potes qui sont un peu Ouais. partout en France. Bah, ça a explosé Ça a avec le explosé pendant le confinement complètement. Beaucoup de gens se retrouvaient dessus et jouaient à des jeux. Et maintenant, la question, elle se pose tout le temps quand tu sors un jeu, d'avoir une version sur BGA. Soit même avant que le jeu sorte pour le faire connaître. pour le faire connaître, soit après pour que des gens puissent y jouer aussi en normal ou en Ou à distance. Alors du coup, c'est eux qui toi, tu dois prendre le développement en main ou c'est eux qui alors ça dépend un peu. Il y a des jeux que la plateforme veut absolument développer elle-même. Et tu as aussi des éditeurs qui décident de faire appel à des développeurs pour mettre leur jeu sur la plateforme. Ça a un coût, donc l'éditeur il choisit s'il veut mettre tel ou tel jeu, quoi. Moi, le mien il va être mis sur une autre plateforme qui n'est pas Board Game Arena, qui s'appelle Game Park, et qui est une plateforme un peu plus petite où il y a genre 100-150 jeux. Et Board Game Arena, ce sera peut-être dans un second temps. Ok. Donc pas tout de suite, mais ça sera peut-être dessus. Et juste avant de poser la même question à Sylvain, je rappelle qu'il y avait un jeu concours, hein, c'est ça, sur Instagram pour gagner une boîte de jeu. C'est toujours le cas? On peut toujours jouer puisqu'on va faire le tirage au sort à la fin. Non, c'est fini. Plus jouer. On peut plus jouer. Et voilà, il y avait un tirage au sort, il y avait un concours. Et si vous n'avez pas joué, vous verrez quand même le tirage au sort. Ouais. Mais vous verrez quand même le tirage au sort. Toi, Sylvain, les jeux de société, c'est quoi un petit peu ton top 3? C'est pas évident, c'est une question que je me suis pas jamais posée pour le coup. J'y joue vraiment de manière complètement occasionnelle. C'est quoi alors? Il y a un jeu, il y a ton Les jeux petit qui jeu, reviennent, ton quoi. petit jeu kiff qui revient souvent. Un des jeux auxquels on joue beaucoup et que j'ai découvert il y a quelques années, c'est Assoul, qui est un jeu où il faut construire. Je saurais même pas trop le décrire, mais voilà, c'est Une mosaïque. Ouais, des mosaïques, voilà, exactement. Et c'est Ok. pareil, c'est assez addictif parce que tu peux y jouer assez rapidement, tu peux jouer entre 2 et 4. Enfin, puis en plus, c'est un jeu qui est très très beau. J'ai découvert récemment en allant acheter Popcorn qu'il y en avait 18 versions maintenant, tellement ça a cartonné, quoi. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Le peu, ça va pas être très original, mais le peu que j'ai joué au Colon de Catane, je trouve que c'est pareil, ça fonctionne super bien avec des potes, même si j'y ai pas joué depuis longtemps, c'est très cool. Et après, j'avais découvert une espèce de variante des loups-garous, c'est des petits trucs, hein, je suis pas trop dans les jeux très très compliqués, qui s'appelle Galérapagos, où c'est une histoire de naufragés sur une île déserte, et tu dois gérer les ressources, les gens, et peut-être est-ce que je bute machin, est-ce que tu fais des alliances, enfin ça mélange un peu de loup-garou et de survie, et ça peut assez vite partir en roleplay, fais gaffe parce que j'ai un flingue, enfin voilà. Ok, ah oui, c'est un peu. Ouais, t'es pas très sympa dans ce jeu, quoi. Même Ouais, Tu dois prendre le bateau, et puis s'il y a un mec que tu dois tuer. Ouais, en général, tu fais cette soirée, puis après, t'es à Ouais, la c'est fin de ça, la c'est ça. partie, Il y a tu te des casses, embrouilles, quoi, il y a des embrouilles. En plus, ça devient un truc très cartésien. Genre, on peut y aller, mais en fait, on est un de trop parce qu'il nous faut de la bouffe et de l'eau. Donc, bon, on va en dégager un. Voilà, ça va tomber sur toi. Putain, c'est. C'est vraiment les jeux où tu t'embrouilles. Ouais, c'est très bon jeu de soirée. Ouais. Ah, Bon, le loup-garou, tu t'embrouilles aussi pas mal. Hein. Ouais, Ouais, loup-garou, il y a souvent des Tu te embrouilles. fais éliminer au premier tour. En premier pour rien, en plus, Ouais. tu sais, le cadeau comme ça. On te Ouais, prend ouais, pas. non, mais ça, c'est. Surtout quand t'es joueur de poker, on veut toujours te faire sauter au début, généralement. Alors c'est- qu'en fait, toi, fais- t'es con comme un balai, et puis Exactement. t'es là, mais. J'ai fait Ouais, une partie récemment où celui qui s'est fait éliminer à la première partie n'a pas le droit de se faire éliminer en premier à la partie suivante. Pour Ah ouais, jouer- mais ça, du Ah coup, ouais. stratégiquement, ça met des. pour jouer un minimum, quoi. Voilà. Ouais, ça met des. Sinon, c'est horrible. Comment est venue cette idée Popcorn? Avant Popcorn, t'en avais déjà sorti un, t'avais Differentio. Donc Ouais. t'avais sorti, c'était quoi, il y a 2 ans, 3 ans? Ouais, il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans, que t'avais développé
Toi tout seul ou avec Differentio, j'étais avec un pote, on a développé le jeu à deux. Et Popcorn, j'étais tout seul. Enfin, au début, j'étais avec un pote. qui est plus un pote maintenant. On a fait une Vous avez partie. fait un loup-garou et c'est Si, fini. mais il a décidé de partir faire des films plutôt. Ah, ok. Voilà. Et il a eu Ça un va. César depuis d'ailleurs. C'est pas vrai. Oui. Il a eu César pourquoi? Et pour un court-métrage qui s'appelle Les Mauvais Garçons. Ah, mais c'est Ellie, ouais, c'est Ellie. tout à fait. Ellie qui a été qui a pas fait des coverage mais qui a fait Il des a vidéos fait avec quelques vidéos, il a fait quelques dans vidéos celle de avec Marc. moi pendant sur des Club Poker. Ah, Ellie, un il tremplin. était Ouais, en fait, il a bossé un peu avec moi au début sur le jeu. On a dû faire quelques sessions ensemble et tout ça. Et au bout d'un moment, il avait plein d'autres projets à côté. Donc, du coup, j'ai continué tout seul. On n'était pas d'accord sur un ou deux trucs aussi. Donc, on avait un peu laissé de côté ce jeu. On était parti sur un autre jeu. Et puis, lui, il avait beaucoup moins de temps, tu vois, pour développer les jeux. Donc, Ellie Payan. C'est le mec qui a rien compris. Ça va parler à personne de toute façon cette blague. Ah, si, les aficionados du ceux qui écoutent poker Club français. Poker Radio, Ouais, voilà. ouais. Normalement, ça doit. Ouais, donc différentes choses, ça s'est vendu comment? alors, Tous les gens du poker l'ont acheté. Je sais pas. En fait, ça s'est vendu. On a vendu le premier tirage, mais disons que c'est pas forcément très satisfaisant pour les éditeurs parce que en gros, on a vendu 3000 boîtes si tu veux savoir les chiffres. Mm. Donc, ce qui est pas énorme. Mais en fait, il n'y a pas eu d'engouement, tu vois, plus que ça des boutiques. Donc, ça fait que le jeu, il n'est pas retiré. Donc, ils ont vendu toutes les boîtes Et ouais, et ils ont décidé de ne ouais. pas en refaire. Donc t'as des jeux comme ça, une fois qu'ils sont vendus, tu les trouves plus, quoi, c'est fini. En fait, tu peux les trouver soit en occasion des fois, ou alors tu as certaines boutiques qui l'ont encore dans un coin, qui n'ont jamais réussi à le vendre. C'est possible, tu vois. Mais sinon, ça peut potentiellement devenir un objet de collection pour plus tard. Ouais, ça peut. Ouais, Vraiment, un moment, je sais pas, ça ressort. Mais imaginons, j'en sais rien. Il y a une série qui utilise ton jeu et il y a un engouement qui prend plusieurs années. Ça peut. Il y a aussi des jeux qui sont, tu vois, qui sortent pas forcément au bon moment, ou alors qui ont été faits d'une certaine manière et qui auraient peut-être dû être faits autrement. Et tu as des jeux qui ressortent et qui sont, tu vois, avec un autre thème ou avec une licence. Tu vois, par exemple, Differentio, nous, c'est ce qu'on imaginait au départ. C'est qu'en fait, ce jeu-là, ça pouvait être Differentio dans l'univers d'Harry Potter. Ouais, C'est ouais, facilement exact. déclinable. C'est facilement déclinable. Clairement, ouais. Et je pense que c'est aussi ça qui avait convaincu un peu l'éditeur et tout ça. Et après, le problème, c'est que si t'as pas un gros succès, ils envisagent pas de faire ça, quoi. Mm. Donc, Est-ce que ça, c'est des problématiques tu vois, quand on fait un jeu, c'est un peu comme dans le cinéma. Au début, tu rêves un peu de ton bébé, mais après, il y a le marché qui te rattrape. Et est-ce qu'il y a des problématiques comme ça qui sont fixées de faut quand même ton jeu, il y a une possibilité qu'il y ait des licences plus tard. Tu vois, est-ce qu'il y a un peu des cases à cocher pour faire un jeu maintenant où il y a encore beaucoup de liberté? en fait, plus tu prends de l'expérience, oui. Enfin, au début, non, tu fais un peu le jeu que tu as envie de faire et tu vois comment les éditeurs y répondent, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que rapidement, tu fais des rendez-vous avec des éditeurs pour leur montrer ce que tu fais. Et en fait, tu te prends toujours les mêmes remarques. Donc, en fait, tu comprends vite que, par exemple, un jeu avec 60 dés, c'est pas possible parce que ça va coûter 60 €. Et, à peu près, tu vois, dans les prix. Et donc, ils vont jamais le faire si c'est pas un jeu qui est un jeu expert qui peut se vendre 60 €. Tu vois. Ouais, ouais. Donc, si tu veux faire un jeu d'ambiance avec 60 dés et que ça coûte 60 €, c'est impossible. Et ça, en fait, tu le sais pas au départ. Donc, toi, tu arrives avec ton jeu, j'ai 60 dés. Ah, salut. Tu vois, du coup, Déjà, ils disent pourquoi ça. tu fais un jeu avec 60 dés? Je sais pas, en fait, tu vois, j'avais un jeu de boîte de nuit, tu vois, où en fait, on jouait des gens qui étaient dans une boîte de nuit, et en fait, les gens étaient représentés par des dés. Et en fait, c'était le taux d'alcoolémie, tu vois. Et en fait, du coup, ça a augmenté. Un gramme, 2 jusqu'à grammes, 6, 3 grammes. 6, ils étaient bourrés. Et tu vois, moi, je trouvais ça marrant de faire ça avec des dés, quoi. Et bon, après, quand tu présentes le jeu, t'as toutes les problématiques qui arrivent. C'est genre, tu parles d'alcool, après, il y a trop de matériel, et tout ça, en fait, tu le sais pas à la base. Donc, tu te le prends. Bon, c'est pas grave, tu t'apprends Ouais, t'apprends, en faisant. Voilà, C'est quoi le nom de ce jeu de boîte de nuit? Dance Floor. Logique. Ok. Ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu qui est venu après Popcorn. Genre, en gros, il est venu des problèmes qu'il y avait sur Popcorn à la base. Ok. En gros, c'était un jeu. L'idée de Popcorn, c'était de gérer une sorte de file d'attente. Et à un moment, on s'est dit, ce
ce serait marrant, en fait, file d'attente, c'est genre boîte de nuit, quoi. En fait, t'as le mec qui est devant la boîte de nuit qui dit toi tu rentres pas, toi tu rentres pas. T'as le mec qui est bourré qui essaie de rentrer. Du coup, on est parti sur un truc de boîte de nuit pour faire un jeu complètement différent. Et puis au final, je suis revenu un peu sur Popcorn. Et puis celui-là, Dance Floor, pour l'instant, il est un peu mis de côté, quoi. Le développement de Popcorn, il a commencé quand ? Et le développement avec l'éditeur, tu parles ou... Non, de toi, l'idée qui a commencé à germer, c'est vraiment. En fait, c'est la première idée que j'ai eue quand j'ai commencé à vraiment réfléchir game design de jeux de société. Ah oui, donc c'est un projet qui a quelques années. Ouais, genre 2018, quoi. Et en fait, c'était la première envie que j'avais, c'était de faire un jeu sur le cinéma, quoi. Donc c'était pas tellement la mécanique du jeu, c'était le côté ça serait cool de faire un jeu sur le cinéma. Je fais tout le temps le lapsus, mais... et voilà. Et après, ce que j'aimais bien au départ, c'était le côté un peu l'obsolescence des films, quoi. Le côté au bout de 2-3 semaines, ton film il est plus à l'affiche, ou plus personne ne va le voir. Donc du coup, j'avais vraiment envie de mettre ça dans le jeu, d'avoir des films qui descendent et qui deviennent de moins en moins intéressants pour un peu pousser les joueurs à changer, à faire une programmation autour de ça. Alors comment on crée des mécanismes justement pour un jeu de société ? Comment on crée les mécanismes ? Déjà, on s'inspire beaucoup des mécanismes qui existent, parce qu'il y a quand même eu énormément de jeux qui ont été faits. Donc forcément, il y a des fois où tu vas te dire tiens, ça j'aime bien ça dans un jeu, j'aimerais bien le faire dans un autre jeu différemment, ou ce genre de choses. Après, il y a des gens qui partent des mécaniques, il y a des gens qui partent du thème. Moi, j'aimais bien partir du thème en te disant en fait, tu vas trouver des mécaniques peut-être un peu plus originales parce que tu pars du thème et tu te dis tiens, je vais faire des cartes qui deviennent de moins en moins fortes parce que c'est comme ça dans le cinéma, quoi. Et après, tu fais. J'avais un peu trouvé ça pour Popcorn, c'était le côté. Tu fais venir des gens dans ton cinéma, donc du coup, ils viennent dans un petit sac, c'est ton public, en fait, que tu essayes de customiser. Donc, tu vas attirer d'autres personnes que tu vas mettre dans ton sac, et en fait, à chaque fois que tu vas les tirer du sac, ils vont venir chez toi et ils vont venir voir tes films. En fait, du coup, c'est un peu la thématique qui m'a aiguillé un peu vers des mécaniques, quoi. Après, les gens, ils vont la rattacher à des mécaniques précises qui existent déjà. Et ils vont dire c'est du backbuilding, parce que donc tu construis ton sac, ou de la pose d'ouvrier, parce que genre pose d'ouvrier, c'est un terme qu'on utilise beaucoup et qui est présent dans beaucoup de jeux, où tu vas placer des pions sur des cases d'action pour faire une action. En fait, dans mon jeu, il y a un peu ce côté-là où tu vas prendre des spectateurs, les mettre dans les salles, et en fait, ils vont faire des actions parce qu'ils vont voir tel film, et du coup, ça va leur donner telle ou telle action. Donc, il y a un côté pose d'ouvrier, mais c'est pas vraiment de la pose d'ouvrier, quoi. Sylvain, t'as joué à Popcorn ? Je l'ai acheté, je l'ai ouvert, et le temps déjà d'enlever toutes les petites cases. Voilà. Il y a beaucoup de matériel. Je l'ai ouvert à 21h, j'ai préparé le truc, il était 22h, et je crois qu'on n'était pas suffisamment frais pour. Parce que c'est long une partie, il y a marqué au moins 1 heure, non ? Ouais, c'est 1 heure à peu près. Quand tu connais le jeu, ça va être plutôt 40 minutes. Vas-y, chope une boîte. Elle est juste à côté de toi. On va faire le. Parce il y en a partout dans le studio. Laurent il nous en a fait. Laurent a dévalisé la boutique d'à Et ça dure. La caméra. Elle est sur moi. Ça dure une bonne heure, quoi, globalement. Popcorn. Ça dure 1 heure. J'ai mis à 2. Quand tu connais bien. Victor Saumon. Oui, quand tu connais bien les mécaniques, ça va bien plus les vite, règles, ça va plus vite. Donc 2 à 4 joueurs. Et toi, là, t'en peux plus de ce jeu, non ? Est-ce que tu joues encore ? Est-ce que tu joues encore ou tu peux plus le voir parce que t'es en pleine. T'en fais la promo. J'y ai joué. Je suis allé au festival de Cannes pour le présenter en avant-première. Donc c'est un festival. C'est le festival des jeux. Ok. Et ce qui était sympa, c'est qu'ils avaient organisé des parties avec l'auteur. Donc c'était des gens qui étaient tirés au sort et qui venaient jouer avec l'auteur. Donc je faisais une partie avec eux. Et en fait, c'était la première fois que je jouais avec le matériel définitif, quoi. Ok. Et j'ai fait 3 parties comme ça sur le stand, donc c'était marrant. Et ça a eu un bon accueil ? T'as gagné les 3 ? J'en ai gagné aucune. Ouais, pour les vendre, bonne technique. T'aurais pu sortir une carte spéciale. Ouais, la carte magique. Mais non, non. Après, c'est vrai que t'as fait quand t'as fait 200 ou 300 parties du même jeu, forcément t'en as marre, mais après tu le vois quand tu vois la boîte, t'as envie d'y jouer avec ce matériel-là, t'as envie de le faire découvrir.
Alors il est sorti il y a un peu plus d'une semaine, non? Il est sorti il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Ouais. Est-ce que c'est un peu comme quand on sort un film, on a des chiffres, on attend des chiffres, on a des retours. Comment ça se passe? Je pense que l'éditeur a des chiffres précis. Moi, j'ai pas vraiment des chiffres précis. J'ai genre plutôt enfin, c'est difficile en fait à savoir. Tu vois, sur certains sites, tu vois le nombre de gens qui l'ont mis dans leur ludothèque, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois le nombre de parties qui sont jouées. Tu vois, sur les réseaux sociaux, tu vois des trucs passer qui te disent qu'il est dans telle ou telle boutique. Des tops de vente aussi, peut-être. Des tops de vente un petit peu. Tu vois, sur certains sites, si tu es en première page, que tu as genre 20 jeux, tu sais que tu es dans les 20 jeux les plus vendus en ce moment, donc c'est quand même cool. Donc, tu regardes ouais, ça marche. Ouais, ça a l'air de prendre un petit peu. Après, ça reste un jeu qui est initié, donc qui est quand même vendu à 32 euros. Et en fait, ça part forcément moins bien que des jeux qui sont vendus à 15 euros. Ouais. Et surtout qu'on est un peu dans une période où les jeux à moins de 20 euros, ils ont plus le vent en poupe, quoi. Donc, moi, on m'a dit que c'était plutôt un bon démarrage. Donc, après, je sais pas, on peut pas non plus se faire. Est-ce que tu vas checker tout ce qui se passe sur les réseaux, tu vois, sur YouTube, parce qu'il y a aussi des influenceurs jeux de société. Tu regardes un petit peu tout ça, les critiques qu'ils avancent, tu lis les coms. Est-ce que tu es un peu mindfuck avec ça ou tu laisses Ouais, sauter? je suis un peu mindfuck avec ça. Ouais. Je le faisais déjà sur les vidéos un peu des vidéos de poker et tout ça. Et c'est vrai que quand tu as 10 bonnes critiques et une mauvaise, tu as tendance à retenir la mauvaise. Quoi. Et ouais, je le fais un peu et des fois je vois passer des trucs. Des fois, t'as des trucs un peu injustes parce que tu vas avoir quelqu'un qui dit quelque chose qu'il n'a pas aimé, mais parce qu'en fait, il n'a pas fait la bonne règle. Ouais. Donc là, en fait, c'est un peu dur parce que du coup, tu te dis. Parce qu'il est con. Est-ce que je vais le dire? Non, mais parce que peut-être, tu vois, il lit souvent plein de règles et du coup, il est passé vite sur un truc. Vite, ouais. Il s'est dit, ça va être marché comme ça, comme sur les autres jeux, et puis c'est pas exactement pareil. Donc voilà. Et donc, par exemple, pour ce jeu, il y a une mécanique qui est tu vas piquer des spectateurs dans le cinéma des autres. En fait, quand on n'a plus au milieu, tu vas les piquer ailleurs. Donc un peu comme au cinéma, où tu vas piquer les spectateurs qui sont habitués à venir dans un cinéma. Mm-hmm. Donc, nous, on a mis ça parce que c'est thématique et des fois, ça fait un peu grincer des dents parce qu'on vient de piquer des spectateurs. Et alors, tu les piques que dans la zone de sortie, on est d'accord? Pas dans le sac de l'autre? Ouais, non, pas dans le sac de l'autre, ni dans les salles. Tu vois, c'est en fait, ils ont vu un film et du coup, tu les récupères à la sortie. Tiens, viens voir mon film. Voilà. Et donc, ce truc-là arrive très vite dans le jeu parce qu'il y a peu de spectateurs disponibles au milieu au début. Et il y a un mec qui met un commentaire. C'est dommage qu'on se soit piqué que 2 meeples, 2 spectateurs pendant tout le jeu. Alors qu'en fait, ça arrive autour d'eux, quoi, tu vois. Donc, c'est juste parce qu'il n'avait pas lu la règle. Donc, c'est quand même un peu dommage, quoi. T'as envie de rectifier un peu le truc, oui, au moins. Ça veut dire que t'es un peu gouré, c'est pas exactement forcément comme ça, quoi. J'ai pas de problème à ce que les gens changent les règles, tu vois. Des fois, tout le monde a fait ça. Souvent, t'adaptes un peu tes règles. Ouais, il y a des gens qui disent moi, au final, je préfère mettre 4 films au lieu de 3 ou des trucs comme ça. Ils font bien ce qu'ils veulent, tu vois. Ils ont acheté le jeu, ça devient leur jeu quelque part, tu vois. Mais après, quand ils vvivent une mauvaise expérience parce qu'ils ont mal compris la règle, c'est un peu dommage, quoi. On va leur dire, mais tu veux pas passer pour un connard non plus. Pour la partie technique, on spoil un peu maintenant, mais on fera tout à l'heure le début d'une partie de Popcorn. C'est dans la thématique aujourd'hui. On va faire une petite caméra en haut, donc on verra le plateau. On va mettre le plateau et tu vas essayer de nous expliquer le début d'une partie. On va pas jouer pendant 1 heure, on va faire les 5-10 premières minutes, juste d'essayer de comprendre un peu, puis de voir aussi ce plateau. Alors c'est pas très radiogénique pour les gens qui nous écoutent en podcast. Pour le coup, le matériel est vraiment très beau, quoi. Le design des cartes, le design des salles de cinéma et tout, c'est vraiment quali, je trouve. J'ai fait exprès de pas parcourir toutes les cartes pour pas me spoiler les fausses affiches des faux films. Il y a plein de clins d'œil, j'imagine. Ouais, il y a plein de. Tu nous prépareras ça avec un bras, Victor. Voilà. On va reparler un petit peu de poker et de votre métier de couvreur. Alors vous n'êtes pas que couvreur, puisque toi, Sylvain, vous êtes aussi joueur. Hein, on vous a notamment vu dans
On dirait un truc des Simpsons. On l'a notamment vu Vous me dans. connaissez, Vous me connaissez notamment pour mon main event, ma table télévisée avec Las Daniel Vegas. Negreanu. Ouais. Toi, c'est ta table télé avec Negreanu. Et toi, Sylvain, tu nous as raconté une anecdote. Vous avez fait un tournoi tous les deux. Il y avait beaucoup de joueurs. Tu peux nous en parler de ce tournoi? Ouais, c'est un truc que j'étais persuadé d'avoir déjà raconté, mais non, la première fois que je suis venu ici, c'était bien avant. C'est un truc qu'on a déjà raconté pas mal de fois, mais bon, on va le refaire ici. C'était un de mes premiers Vegas, c'était 2017. Et j'avais 2 jours off et il y avait un tournoi à $150 au Golden Nugget, donc downtown. Et il y avait je sais pas combien de D1. Enfin, au final, le tournoi, il y a eu quasiment 2000 joueurs, quoi. Et moi, ça se calait bien parce que le dernier D1 et le D2 étaient sur mes 2 jours off. Donc, $150, c'était parfait à cette époque-là. Pour moi, je jouais très très peu d'une manière générale en live, quoi. Le D1, je m'en souviens pas tellement, sinon que bon, bah, je passe la journée, quoi, plutôt tranquille. Et alors au D2, mais c'est le rush de cartes comme pas permis. Je passe chip leader du truc à partir de, je pense, 100 left. La bulle, c'était même pas un sujet. Enfin voilà. Et ouais, on progresse et on voit qu'il y a quand même pas mal de Français dans ce tournoi, quoi. Donc on se voyait quand même régulièrement, quoi. Il y avait Victor, il y avait Salette qui était aussi dedans, il y avait Dimitri Allier qui est un régulier des tournois français qui était aussi qui a fini, je crois, à 20e ou un truc comme ça. Il y a Mathieu Durand aussi. Il y a Mathieu Durand qui a fait l'argent, Ah ouais Aurélie qui qui est là aussi, qui a fait l'argent de ce tournoi. Enfin, Aurélie Réard. En 2017, c'était Kélin. C'est vrai que c'était quelle à l'époque. Et ouais, on progresse dans le tournoi et enfin, c'est une super expérience, quoi. Surtout que en demi-finale, je pense qu'on se retrouve à la même table. Et là, c'est toi qui a un relais. Il y a ils étaient la photo, beaux. la photo derrière est énorme. Ouais, ça c'est après le tournoi et c'est toi qui as un rush pas possible. Enfin, à chaque fois que tu t'open, ça fait tapis là-bas, payer, t'as quoi, 2 rois, 2 as, 2 dames, voilà. Et tu passes toi chip leader juste avant la TF. Moi, je pense que j'étais 2e ou 3e à ce moment-là. Enfin, on était parmi les 2 plus gros stacks de la table. Salette buzz 10e et je sais plus. Il y a un break à ce moment-là et on revient, on est là, on est super confiant, quoi. Et au final, pendant 2 heures, il y a pas mal de double up de short. Bon, c'est quand même un relativement semi-turbiche, quoi. Donc la moyenne quand même baisse pas mal et on se met d'accord sur un deal. À combien left? À 9 left. 9 left. Parce que vraiment, ça. Un deal à 45 Des deals de left. downtown. Ah non, c'était assez fou, mais je pense que tous les deux, enfin, pas que nous deux d'ailleurs, mais on avait un peu peur parce qu'on se retrouvait. Moi, je passais vraiment de chip leader avec genre 90 blindes au début, tu vois, genre à un truc où j'avais 45 blindes et le deuxième avait 35 blindes. Ouais. Moi, je Elle était là, bon. Voilà. Moi, je fais doubler un short, donc je passe peut-être de 2/3 à 7/8, quoi. Donc, effectivement, tu commences à te dire, bon, ouais, peut-être que finalement. Attends, il y avait c'est pas si combien mal, la quoi. première place? C'était À la base, il y avait 30 000, je crois, ou Ouais. 28 000, un truc comme ça. Après, pas mal. Sur un 150 dollars, quoi. c'est Et donc, on fait ce fameux deal que on se met d'accord quand même assez rapidement, que j'ai failli faire capoter en plus parce qu'il y avait une histoire de tu prenais une carte rouge, une carte noire et fallait tout le monde va être voter en avec la même carte. temps et pour que le deal se fasse, fallait que tout le monde soit d'accord, quoi. Et t'avais pas compris les règles, Donc, il y en comme a les qu'un haters qui de met- Caddy. il y en a qu'un qui met une carte de la mauvaise couleur. Mais comment il va faire pour jouer à Popcorn, lui? Et on sait pas parce que Mais on sait c'est pas qui c'est, anonymement, quoi. c'est mis au milieu. Ah tu oui, vois. ok, c'est pas toi qui as retourné la Ouais, carte. non, parce que après ils sont mélangés, on les retourne tous en même temps. Et moi j'avais compris qu'en fait c'était celle que tu gardais qui était la bonne. qui symbolisait la bonne. Donc Tu vois les j'avais- règles, Victor. Donc là, il y en a un qui a dit J'ai- ah non, c'est pas bon. j'ai- Toi, t'as dit mais c'est moi. J'avais gardé la rouge, tu vois, et tout le monde avait mis le noir, c'était pas bon. Donc il y avait 8 rouges et une noire. On fait, ah putain, quand Oh, le même, lourd. merde, qui a fait ça? C'est chiant, tu vois. Et à un moment, je réfléchis, je dis, mais attendez, c'est moi qui me suis trompé, hein, mais je suis d'accord pour le deal, il y a pas de problème. Hein. Et donc là, je suis devenu le héros. Ah ouais, trop cool, viens, on se serre dans les bras, machin, à l'américaine, quoi. Et on fait ce deal, et toi, tu prends 18 000 et le trophée. Il y a aussi. Pas. Ah Et ouais. on le voit, il est là. C'est la photo derrière là. Ouais, c'est ça. C'est quoi ce petit cochon? C'était je sais pas si c'était le prix. Trophée, ça? Ouais, mais ils me l'ont pas filé ce truc. Vraiment, ils l'ont acheté à. Alors là, truc, franchement, ça, t'imagines? ils savaient pas T'imagines quoi une fois dans ta vie, tu gagnes un trophée et il te fout Non, ils m'ont une tirelire cochon, quoi. Ils m'ont filé juste le petit. Équipe petit rond, là. card guard. Card. Ah, il y a même pas un petit trophée. Non, mais ça, c'est un Bon, truc ça, qu'ils t'as ont pas- pris ils ont 18 acheté bars, à la boutique de souvenirs, le petit cochon, là. C'est pas possible. On dirait qu'il y a un petit drapeau suisse, c'est même pas un truc ricain. C'est clair. Et du coup, Ouais, j'ai mis une paire de 7. C'était pas une vraie main. Hein. On en a j'ai mis une paire de 7. C'est pas du tout Évidemment. ça. Tu En prends fait, 18, toi, tu prends, Victor? Et toi, Sylvain, tu prends combien? J'ai pris un peu moins de 10 000, je crois 9 700. Putain, ça fait plaisir Ah, quand tu sur viens un- pour Bondé, pour bosser en bondé, plus. Sur un 150 dollars où tu viens bosser à la base, ouais. Bon, des Et là, tu te dis bon, allez, je vais peut-être en retenter un autre.
Bah oui, bah tant qu'à faire. À un moment, faut, tu vois, il y a le Pas te run, le faire le quand rush, il le est rush. chaud. Bah ouais. Et tant qu'à faire, on va en faire un qui est 3 fois plus cher, quoi. Alors que je fais toujours d'ailleurs très très peu de live, mais bon, un 475, qu'est-ce que c'est, quoi. Je vais aux Binions, donc en face, hein, toujours De à toute façon, t'as Downtown. gagné 10 000, t'es pro là. Donc, Ouais. Aussi, t'es devenu pro, hein. j'étais stacké, j'avais fait quand Enfin, même. selon le fisc que tu es pro. Mais attends, il est stacké, donc il défiscalise le stacking. Ah oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, parce que pour le coup, toi, t'avais ton 19, donc le fameux numéro Ouais. de sécurité sociale américain. l'avais qui pas permet de pas. Moi, je l'avais pas. Il faut aller à la roulette. Et à Downtown, ils le font pas. Tu vois, ils te le font Ouais. au WSOP, ils te font dans certains casinos, mais moi, niet. Donc, Donc, le faut pas au WSOP. C'est une galère. Hein. bah, ils le font. C'est une galère. Hein Ah, depuis cette année alors, tu Ouais, vois. voilà. Ah. Mais en tout cas, au Rio, à l'époque, t'avais pas besoin de t'en soucier, quoi. Et moi, c'était, bah, en gros, où tu prends l'argent maintenant et t'as tes 3000 qui sont retenus, c'était à peu près ça, 3000 qui étaient retenus, ou tu prends rien et tu reviens avec ton 19 plus tard, quoi. Je me dis, bon, bah, je sais pas, j'ai quand même envie de prendre la thune maintenant, quoi, a priori. Moins 3000 quoi. Ouais, Moins 3000 quand même. Moins 3000, mais on m'avait dit, enfin, toi, tu l'avais déjà fait d'ailleurs, il y a Tu une peux les il y a récupérer. une procédure à faire parce que tu fais justement cette procédure pour récupérer ton numéro d'ITIN et tu reviens ensuite plus tard, quoi. Bref, je la fais courte, mais en gros, il y a Kaluminou, donc un mec du CP qui m'a aidé à faire ça. Je suis allé Qu'on embrasse. je suis allé l'année d'après faire mon rendez-vous à l'IRS. Tu fais ton truc, j'ai filé tous les bons documents et t'attends derrière 5-6 mois que ce soit validé et 6 mois plus tard, je reçois, bah non, votre dossier est incomplet, il manque votre passeport. Qui est le premier truc que j'avais donné quand même au rendez-vous, tu vois. Et on me dit, bah là, faut nous l'envoyer en copie physique, quoi. Je vais pas faire ça, hein. En plus, c'était Comment ça en 2018. copie physique? C'était genre, il fallait l'original, il fallait que je leur envoie l'original Ah de oui, mon bien passeport. sûr. Ouais. Et c'était début 2019, et en plus, il y avait le PSPC, donc j'allais aux Bahamas, j'en avais besoin, tu vois, tout simplement. Donc j'ai pas pu faire ça. J'ai retenté ma chance à l'été suivant, et je me suis fait pourrir par un mec au téléphone qui m'a dit, vous avez pas le droit de faire ça, c'est illégal, machin, et tout. Ok. Donc t'as perdu Donc 3 j'ai jamais plaques. récupéré mes sous, j'ai jamais eu de numéro Ah ouais 18, voilà. Incroyable. Et donc pour ce Donc truc, t'allais faire le 450 balles. 475 du Binions, 73 joueurs, fil beaucoup plus petit, mais enfin pareil quoi. High roller, hein, le, high roller. le run infini. À un moment j'ai Dame 9 sur Roi Valet 10, tapis payé, t'as quoi, As Dame, As Turn, donc on partage. Enfin c'était ce genre de truc où tout se passe comme dans un rêve. Et bah pareil, on arrive en TF et puis on redit là, je sais plus 7, un truc comme ça. Et cette fois j'avais le deuxième tapis, donc je prends 4005 je crois, enfin j'ai quasiment Bon, pris, après 500 balles après impôt, du coup. non là, et là pour le coup parce que comme c'était Et là, c'est l'IT, moins de 5000, c'est t'as moins pas de dit 5000, donc là j'ai tout pris et voilà l'été de rêve qui était en plus bah Et là, avant, attends, tu t'es arrêté, il fallait refaire x3 là. après j'avais plus de jours off. Ah, ouais. C'était Ok. compliqué. Ouais, et toi, Tapi, avec tes gains, t'as joué le main event ou pas? Ouais. Mais l'event, ouais. T'as le mec, lui par contre, Ah, il s'est fait son gros kiff. il est passé d'un 150 balles à un 10 000. J'étais stacké aussi, donc j'ai mis un peu d'argent, mais Tu mets Donc, cette combien là année, sur le main? Tu mets quoi, 50%? non, j'ai mis, je sais pas, 25. Et, Ah ouais, ok. et tu fais item du main? Non, je fais pas ITM cette année-là. C'est là où je fais la La table télé avec Negranou Ouais. et avec aussi, comment il s'appelle, le Jason. français? Zarbo. Zarbo, Giuseppe et Zarbo. Jean Fabre aussi. Je sais pas si tu vois, mais Il y avait Non. Jason Mercier aussi. Jason Mercier aussi. Bah oui, parce que Zarbo et Mercier, ils sont bien avoinés. Et bah celui-là, je bosse jour 2 en fait. Ok. Et non, tu l'as rejoué l'année d'après? Je l'ai- 2 ans après. Non, je l'ai joué quand? Ouais, je sais plus, 2019. Et t'as fait item? Non, Toujours pas. j'ai bon. fait ITM juste du premier en fait, 2016. Ah, c'était 2016. Ah oui, non, 2016. ah oui, tu l'as joué 3 fois quand même. Ouais, j'ai joué 3 fois. Qu'est-ce que t'es riche. Toi, Sylvain, jouer le main, c'est un rêve ou pas? C'est un truc que je me dis que je ferai une fois dans ma vie, quoi. Mais déjà, faut pas que je bosse. Donc, c'est que c'est compliqué. Même quand je bosse avant sur les WSOP, il faut que je sois de retour à Paris pendant que les autres sont sur le main. Donc, pour l'instant, c'est pas possible. Mais ouais, je sais pas, un jour, je me le ferai, quoi. Pareil, hein, je reste taqué. À moins de événements de fou qui me permettent Bah, de ce mettre soir, il y a du la sur cagnotte de table, l'euro million, il y a 250 millions. Hein, je sais Ouais, pas, là, j'ai fait quelques grilles. Ouais. bah, c'est normal. Ouais, bah ouais. Ça Et devait donc plus oui, prendre les spots. évidemment, ça donne envie, quoi. C'est une structure pareille, jouer pendant des heures et des heures. Enfin, c'est. Oui, j'en rêve. Un jour, ça se fera. Et puis en plus, toi, quand tu le suis, tu vois toutes les émotions de tout le monde à chaque fois. Ça n'a rien à voir Ça- avec n'importe quel autre tournoi, quoi. Ouais, tu vois que il est vraiment différent et ça te donne forcément envie de le jouer. Toutes les émotions sont décuplées quand tu suis les gens. Bah, le dernier que j'ai fait, c'était celui que tu connais bien, hein, 2023. 3.
Voilà, dès que le film se rétrécit, que tu vois les Français qui commencent à aller loin, des coups de ouf, des setups dans tous les sens, enfin tout est plus gros, quoi, tout dure plus longtemps. Alors pour nous, quand on bosse, c'est aussi crevant, enfin c'est que quand tu joues, hein, mais c'est un plaisir de bosser sur ce tournoi-là aussi, quoi. Alors justement, souvent avec il y a Steven, il y a Max qui sont là. Quand ils nous parlent de leurs horaires, c'est genre tu te demandes comment vous tenez avec des horaires où vous finissez extrêmement tard en général. Bah on est alors le tournoi en lui-même c'est midi minuit. Et après, nous, on en a pour une bonne heure et demie, 2 heures facile derrière, quoi. Donc, tu tiens l'adrénaline. Hein. Là, c'est vraiment, tu te couches, tu te dis comment je vais faire demain, et puis tu te lèves chaque jour un petit peu plus tard. Au lieu de prendre le café à la maison, tu le prends à emporter sur le chemin, quoi. Et On aime toujours. On est une grosse équipe quand même sur le main event, donc ça permet aussi d'avoir des moments un peu plus calmes. On n'arrive pas forcément tous à midi, ouais. Forcément tous à midi, donc. Est-ce qu'on aime toujours Vegas? On aime Vegas vraiment, vous kiffez? C'est une ville que vous aimez ou pas spécialement? Moi j'aime bien Vegas, mais là par exemple j'ai une copine qui est allée à Vegas pendant 8 jours et qui a pas joué une seule fois et qui mettait que des stories de tout ce qu'elle a fait. J'ai l'impression qu'elle a fait plus de trucs en 8 jours que moi en 8 ans, tu vois, où je suis allé, quoi. J'ai l'impression de moi d'être resté tout le temps dans les casinos. Faire toujours la même chose au final. Toujours la même chose, et puis même les sorties, qu'elles se ressemblent à chaque fois, tu vois. C'est Cirque du Soleil. Red Rock Canyon, ouais, ou Cirque du Soleil, des trucs comme ça, alors qu'en fait, il y a quand même pas mal de choses à faire si tu cherches un peu, quoi. Ouais, c'est un paradoxe. Si t'as le temps aussi. Enfin, ouais. Parce que on est quand même les jours off, le problème, c'est que nous, on a envie de jouer, quoi. T'as envie de jouer, ou parfois t'as envie de rien faire, et puis il peut y avoir une excursion, ou alors les prix ont aussi tellement augmenté que n'importe quel resto, n'importe quel spectacle, c'est un kiff, mais ça va te coûter 150, 200 $, sinon bien plus, quoi. Ouais. Et donc oui, en vrai c'est un plaisir d'y aller parce qu'il n'y a rien qui ressemble à ça et qu'il y a plein de choses à faire, effectivement, quoi. Mais de l'autre, tu sais que tu vas en ressortir un peu rincé, et que si tu commences à enchaîner les tournois sans ITM, finalement, ça peut être assez long aussi, quoi. Mais c'est un paradoxe. Vegas. C'est quoi on parle de sorties à Vegas, les trucs que vous conseillez un petit peu, alors pour changer peut-être des trucs Cirque du Soleil, Grand Canyon. Cirque du Soleil, ça reste à faire en vrai. Hein, c'est les trucs que tout le monde va te conseiller, mais peut-être moins les gens qui connaissent très bien Vegas. Je sais pas, j'ai en tête, Benjo parle tout le temps de ce musée du flipper, non, c'est pas ça? Oui, c'est sympa si t'aimes les flippers. Ouais. Ouais, le musée du flipper. Lui, il aime beaucoup les flippers, donc il y va tout le temps. Après... Le musée du coverage, Benjo, il adore. Il y a aussi, et je me rappelle à l'époque, je sais pas si ça existe toujours, Michel Abécassis parlait toujours du musée de la mafia. Ouais, ça vaut le coup, c'est sympa. Hein, ouais. Il n'y a pas un truc aussi, le musée du néon, avec que des vieux néons de Vegas, un truc comme ça. Ouais. Tu vas la nuit, c'est illuminé et tout. Je trouve que ça. Ouais, c'est chiant, sinon tu vas la journée, c'est cassé. Alors là, le truc que j'ai pas fait l'an dernier, c'est faut aller faire la sphère. La sphère, ouais. Que ce soit pour un concert, ou même t'avais un moyen métrage, un truc de 50 minutes qui tournait, qui était un peu pour un proof of concept, quoi, vraiment la démo technique du truc, mais qui vaut quand même le coup, quoi. L'an dernier, j'étais allé au Cirque du Soleil, au Mirage, parce que le Mirage c'était le dernier été du Mirage, donc je voulais quand même aller là-bas, mais je pense que cette année, je vais voir à quoi ça ressemble, au moins rentrer dedans, faire un spectacle ou un truc. Je pense que ça vaut, c'est un peu un incontournable maintenant, quoi. Ouais, clairement. Toi, Tapi? La sphère, je l'ai pas fait. J'y suis allé l'année dernière, mais on n'a pas eu le temps de faire grand chose, en fait. Enfin, c'est vrai que. C'est l'année dernière où il y avait U2, non? C'était il y a 2 ans. C'était l'année dernière, non? L'année dernière, c'était le Grateful Dead, je crois. Donc un groupe psyché 70s, et U2, ça devait être il y a 2 ans. Je crois que c'est les premiers qu'on fait le show dedans. Ouais. Après, je pense qu'il faut essayer de venir en dehors venir un peu plus tôt, parce que nous, à partir du moment où on travaille, on peut plus du tout profiter, quoi. Donc, en gros, si tu viens un peu plus tôt, là, tu peux aller voir des spectacles. Parce que quand vous allez à Vegas, généralement, c'est combien de temps? Moi, c'est 2-3 semaines. Ah ouais, quand même. Toi, t'as fait un peu plus? J'ai fait 1 mois et demi une fois quand il y avait pour Nosebleed. Ok. Mais sinon, en général, c'est pareil, 2-3 semaines. Mais c'était plus cool. Parce que tu t'en suivais que. Tu bossais pas encore, tu bossais plus en coverage à cette époque? Non, j'étais vraiment que pour le film et pour moi, tu vois. Donc, en gros, je jouais et puis des fois, j'allais les filmer, quoi. Ouais, là, c'était. T'allais bouffer dans les 4 étoiles tranquille à l'œil. Hein. Là, pour le coup, t'avais du temps. C'était Vegas, t'avais plus de temps presque. Ouais.
Mais j'avais eu une année, j'avais eu 3 jours off rassemblés et j'en ai profité pour aller faire des parcs en Utah, au nord, Zion et Bryce. Et là pour le coup c'est magnifique quoi. Ça c'est un super souvenir. Là ça te permet de partir vraiment de Vegas et de. Je l'avais fait tout seul, j'avais pris ma bagnole et j'avais loué une nuit dans un motel, un truc bord de route quoi, typique ricain. Là où il y a les meurtres dans les films. Exactement. Et il y en avait eu un d'ailleurs à côté de moi. Et il avait tiré la mauvaise carte la photo. Et je m'étais fait ma journée là-bas et c'était top quoi. Mais ça faut le faire effectivement quand t'as un peu plus de temps quoi, parce que même sur 2 jours, t'as envie un peu de te reposer, profiter de ces jours-là pour se reposer avant de reprendre le taf. Donc, Alors, on va reparler coverage. J'aime bien les anecdotes. Vous avez l'occasion de croiser beaucoup de joueurs. On va pas parler des Français, mais si on peut drop des names un peu, des joueurs les plus sympas et les moins sympas. Et Cogno. Les plus sympas, moi, le premier qui vient en tête, c'est pas forcément le plus connu, c'est Anthony Zino, qui est un joueur américain qui sort assez peu des États-Unis, mais je sais pas, je me souviens de mes premiers coverages à Prague. Le mec était, j'ai commandé une pizza, vous la voulez, tiens, voilà. Et depuis, un mec, on t'achète par la bouffe, c'est bon. Hein. Ouais, mais c'était vraiment sympa, gratuit. Et je sais pas, depuis, à chaque fois qu'on se voit, il me reconnaît, il me sourit, et truc. Il y a pas d'anecdote de fou derrière ça, mais ça a l'air d'être un vrai gentil, quoi. Voilà. Ok, Anthony Zino. Le nom me parlait, mais. À l'époque, ouais, il jouait pas mal. Il avait pas mal perfé sur les WPT, voilà. Mais c'est un joueur de variante. Qui enchaîne pas mal au WSOP, mais qui est pas. C'est pas un gros joueur de Hold'em, quoi. Ah, mais il a eu une grosse période où il a gagné tout pendant un an, là. Ouais, ça devait être à peu près autour de 2015-2016. Il a pas fait une année, il a gagné plusieurs bracelets à un moment. Si, ouais. Une même année, ouais. C'est cette année-là d'ailleurs qu'il était très sympa. Bizarrement. Donc là c'est c'est le gentil réfléchi au méchant. C'est trop cool parce que attends juste je tape Anthony Zino, deuxième lien c'est Anthony Zino, de nouvelles réponses avec le rapport de police. Voilà, Anthony Zino qui est accusé d'avoir volé de l'argent. Voilà. Super. Et d'ailleurs, il a volé une pizza pour payer une pizza à son complice. Un vrai gentil, quoi. Donc. Les images de surveillance indiquent qu'Anthony Zino a ramassé un sac qui, selon un autre joueur de poker, contenait $20,000 en liquide, d'après un rapport de police. Ah, bon. Après, il peut offrir des choses, c'est pas son oseille. C'est pas son oseille. Il l'a fait avec le sourire, il l'a fait de manière sympa. C'est un bon pote à avoir finalement. Non, attends, on a le droit d'aimer les méchants dans les films. C'est vrai que je me suis autorisé. C'est vrai que je me souviens qu'il avait laissé un sac une fois au milieu de la salle. Il l'a récupéré, j'aurais peut-être dû. Voilà. Tapi, ton gentil. Ton gentil, c'est qui Alors, j'ai pas d'anecdote particulière, mais Neil Farrell, je sais pas si. Bien sûr, Neil Farrell qu'on a eu à la radio, qu'on a eu avec Gaël à la radio. Et Ludovic Gaylich aussi. Donc, Ludovic Gaylich, c'est celui qui t'a 3 bêtes. Non, c'est le Daval. Le Aerocall avec 2 as. Ouais. Les Écossais qui boivent des coups, quoi. Ouais, mais ils boivent des coups, mais ils sont toujours très sympas avec tout le monde, quoi. Même les couvreurs, tu vois, ils nous considèrent comme des humains, quoi, pas comme certains. Ah, on y arrive. Bon, les Irish sont cool. Enfin, il est écossais, je crois. Il est écossais, ouais. C'est qu'il est pas cool. C'est vraiment si tu dois avoir une anecdote avec un mec vraiment où tu t'es dit putain lui. J'en ai pas qui m'ont concerné directement, quoi. Je sais qu'il y a eu des couvreurs qui ont eu des soucis avec des mecs qui étaient toujours là. Je me souviens même plus des noms, quoi, tellement je les retiens pas, mais qui suspicieux. Il écrit. Il y a Steven qui écrit Martin Cabrel derrière. Ouais, de toute façon, je l'ai vu sauter de sa chaise. Il a pas réussi à dire un mec sympa. Je sais pas, un connard. Bah vas-y, Ed Don Bob. Ah ouais, t'as pas de mec qui, tu vois, même Cabrel, effectivement, je l'aurais à ma table. Je pense que je pèterais un câble. Ça serait très compliqué de second. Moi, il m'a jamais rien fait, tu vois. Donc même des fois, t'es marrant. T'es presque content qu'il se passe un truc et qu'il y a un mec qui mette de l'animation pour voir comment les autres réagissent. Tu t'y passes pas 2 heures parce que tu ressors avec la tête. Voilà, mais ça te fait des anecdotes. Ouais, mais que ce soit en bon ou en mauvais, quoi. C'est un mec qui donne quand même des trucs à raconter, quoi. Mais t'as jamais eu un mec qui désagréable avec les couvreurs, qui te font marre, qui te dégage, qui veut jamais parler aux couvreurs. Non, ça c'est les floors à Vegas qui s'en chargent. Hein. Quand ils ont décidé de te dégager de la zone de tournoi, ils le font. Hein. Mais les joueurs, en tout cas directement, moi, non. Pas d'anecdote de. Ok, on a. Méchant. Je vais continuer de réfléchir, hein, mais. Tapi, t'en as. Toi, t'en as un, c'est sûr. Non. Bah si, c'est sûr. T'en as forcément un. Non, mais par contre, ce qui arrive régulièrement, c'est des gens qui veulent pas qu'on parle d'eux. Et c'est souvent assez chiant, surtout sur le main event, quand tu vois qu'ils montent des pions et qu'il reste qu'une dizaine de Français, quoi. Donc tu vas le voir. Plutôt des Français, mais c'est pas fait de manière méchante, c'est juste mais des fois, ils sont pas à l'aise, ou quand tu vas les voir, c'est un peu trop tôt, et puis après, ils seraient contents que tu parles d'eux. Tu sais jamais trop pourquoi, en fait, ils veulent pas, mais...
Donc je sais que l'année dernière, il y a un joueur du main event qui avait Deep Run où ça a été dur de lui parler, tu vois. On a ramé pour avoir C'est qui quelques impressions. Je vais pas dire son nom. Et il a Deep Run. Ouais, il a Deep Run. Emilien Pitavi Non. Il y avait Ouais, non, en plus les autres, parce que les autres on parlait d'eux. Donc, Après, il y a eu Malo, mais... C'était Malo. Ah, c'était Malo? Non, c'était pas. Je m'étais fait troll une fois, mais par un mec mais c'était à moitié français, qui m'avait un peu pris pour un con, et ça, voilà, ça m'est revenu, mais. Et t'as pas le nom? Sur le PT Paris, bah si, mais bon, il est français, il pote avec des Français, donc je vais pas le. Mais il te troll en disant non, mais ouais, moi je joue jamais, je suis là en vacances, etc. Et tu regardes un peu, et on dit mais non, mais lui c'est un gros joueur de cash, machin. Et tu fais... C'était Romain Lewis. Au pire, me dis rien, mais me raconte pas des conneries. D'ailleurs, je sais pas, je les écris et je passe pour un con parce que j'ai écrit. C'était Anthony Zino. Voilà, donc c'est minime, et j'avoue que ce mec-là, j'ai tendance à dire, bah, je vais peut-être pas m'y intéresser finalement. Il y a globalement une bonne ambiance quand vous êtes, je sais pas, entre. Bah, alors tu parlais des floors. Bon, des fois, j'imagine que c'est les WSOP, c'est une grosse machine, et que peut-être que pour le main event, je sais pas, ils sont peut-être un peu plus sous pression parce qu'il y a la télé, ouais, machin. Il y a un peu d'injustice quand on va te dire il y a des joueurs qui se sont plaints, des couvreurs, donc en gros on vous dégage tous. T'es là, bah, déjà, qui, à quel niveau, comment je fais mon taf, voilà. Ah ouais. Et après t'as des traits. Moi c'est plus le côté des fois en fonction du croupier, tu vas aller parler à un Français à une table, main event ou pas, hein. Et puis ça va bien se passer, machin. Et puis bah, un autre, c'est le croupier qui va dire non, mais pas de Français à table, et ça. Et t'es là, bah, 90% du temps ça se passe bien, et t'en as qui font des excès de zèle, des trucs comme ça. Mais globalement, non, l'ambiance est bonne, quoi. À part avec les couvreurs de Poker News et de Club Poker, mais. Toi, Tapi, pareil, tu dirais que l'ambiance est bonne. Ouais, franchement. Bah, en plus, par exemple, à Vegas, c'est très particulier. Je trouve que ça a toujours été pour moi l'endroit le plus facile pour aller parler aux Français. Ouais. Parce qu'ils se retrouvent entre eux, ils sont là. C'est les vacances. En fait, ils sont contents de te voir. Ils sont contents de voir un Français, en fait. Ils sont contents de voir un Français, ils sont contents de te raconter pourquoi ils sont là. Sur le main event, c'est toujours assez facile au final de leur parler. Alors que sur des EPT, ça va être souvent plus compliqué, même si c'est enfin, tu vois, pour des joueurs qu'on connaît moins, des qualifiés, des trucs comme ça. Alors que là, spontanément, limite, ils viennent te voir, quoi. Ils viennent te dire qui ils sont, pourquoi ils sont là. Parce que tu peux vite te sentir, tu vois, un qualifié ou quoi, vite te sentir un peu seul à Vegas, un peu perdu dans tout ça. C'est sûr, ouais. Et là, tu as ce petit bout de France qui vient te voir, et tu veux le garder, tu vois, t'es content, en fait. C'est tout à fait ça. Mais... Et nous-mêmes, on prend plus le temps parce que c'est la nuit, la majeure partie du temps, donc on n'est pas là à donner de la news. Tu vois, tout de suite, en tout cas chez Wina, quoi, on est plus en mode magazine, donc que ce soit avant ou pendant le main, tu vas attendre que le mec soit en pause ou qu'il soit pied dans une main, il se lève, enfin, tu peux discuter beaucoup plus longtemps, et c'est des profils qui sont un peu plus atypiques aussi, quoi. Ça va être le mec, bah, en fait, je joue au cash au Costa Rica depuis X années, mais avant, blablabla. Enfin, c'est des trucs qui sont un peu plus fouillés, un peu plus détaillés, et c'est des profils que tu rencontres pas ailleurs, quoi. Je repense à Jérôme Backwell qu'on a eu dans ses fauteuils il y a quelques semaines. Et pareil, tu vois, ça fait partie de ces belles rencontres. En fait, finalement, il est perdu dans cette foule, et il y a une super belle histoire qui se crée parce qu'il y a un petit coverage, parce qu'il y a une caméra qui traîne et tout, et le mec est pas connu, mais pour moi, c'est ça qu'il faut. C'est les histoires du main event, tu vois, c'est ces belles histoires. Tu crées un souvenir où la majorité des gens qui jouent le main event, souvent, ils vont jouer qu'une fois. Il n'y a pas tant de personnes que ça qui vont le jouer chaque année, tu vois. C'est finalement, il y en a très peu. Et en fait, c'est ton souvenir que tu vas avoir sur ce tournoi, quoi. Si tu as un article, une belle photo là-dessus, tu sais que toute ta vie, tu vas dire, tu vois, quand j'ai joué le main event, tu montes ton truc, et ça fait c'est là où tu parles d'émotion. Il y a cette émotion qu'il n'y a pas dans d'autres tournois qui changent un peu les choses, quoi. Bah, un simple ITM, pour certains, c'est un accomplissement, quoi. Si en plus tu t'es qualifié, c'est 20 000 balles qui tombent, ou 15 000, 15 000 le minimum, qui tombent direct quasiment dans ta poche. Tu t'es qualifié pour quelques euros sur Internet. T'as des mecs aux États-Unis qui se qualifient en envoyant un poker au 6-12-12. Enfin, t'as des histoires de fous. Ou même, tu vois, au D1, où t'as... le mec, il est là, tu le vois avec un t-shirt, tu vois qu'il y a 12 personnes dans le rail à côté, tu vas dire, ça faisait partie de sa bucket list, on s'est tous cotisé, toute la famille, pour qu'il paye son entrée. Enfin, c'est des trucs que tu vois pas ailleurs, c'est génial. Enfin, ça te rappelle que le poker, il y a tout le monde qui y joue, et ce tournoi-là particulièrement, quoi. Et ça vous est jamais arrivé d'être un peu impacté émotionnellement quand quelqu'un bust, ou tu vois, d'être
pas trop proche de quelqu'un, mais connecté un peu émotionnellement quand il y a des gros enjeux comme ça? Bah, il y en a deux qui sont assis sur ces canapés quand même, qui m'ont filé des sacrées sensations sur le main event, quoi. Ah, bah c'est pas moi. C'est vrai que tu lis, enfin, même si tu parles finalement pas tant que ça dans les journées parce que t'as fini de jouer, t'es rincé, mais en fait tu les vois toujours un petit peu et ça te fait et tu sais que bah voilà, ils te suivent toi un petit peu plus en particulier quand t'es français, tu vois un peu toute la team. Et enfin moi je sais que c'est les premières personnes à qui j'ai parlé directement après, pas pour parler du truc ou pas, mais juste t'as envie d'un petit câlin, t'as envie d'un petit mot parce que bah t'es pas bien, t'as tellement d'émotions et tout, et tu sais que bah forcément vous êtes là pour ça, quoi. Il y a un truc vraiment particulier quand même parce que ça dure tellement longtemps, tu vois, avec, je pense par exemple à Malo l'année dernière, parce que moi j'étais pas là ton année, mais en fait tu vis un truc vraiment avec eux et t'es complice, quoi. Genre tous les jours tu les vois, tous les jours tu fais une interview à la fin de la journée, t'as vu plein de coups décisifs et tout ça, et beaucoup plus que ce que tu vois sur n'importe quel EPT et tout ça. Donc là tu vis vraiment avec eux leur deep run, quoi. Ils te racontent quasiment tous leurs coups, quoi. C'est Et justement, t'es pas impacté quand ils bustent? Bah moi l'année dernière j'ai eu le coup de bol de partir avant la fin, donc du coup je l'ai jamais vu bust Malo, tu vois. Toujours in. Mais par contre quand je l'ai vu bust sur la TF, tu vois, tout de suite au début, j'étais un peu dégoûté, mais c'est pas du tout pareil, quoi, que si je l'avais vu en direct. Puis après je pense que sur une table finale c'est pas exactement la même chose, mais si tu vois quelqu'un bust 11e, enfin j'en sais rien, tu vois, Malcolm par exemple, ça a dû être particulier, je l'ai pas vu non plus, mais oui, enfin, on est forcément plus impacté quand on les a suivis depuis des jours, quoi. Là, je pense à ça, mais là il y a Louis Pitti, la finale avec Aix-en-Provence dans une semaine. Enfin, vous partez dans Demain. Ouais, ça commence ce week-end. Ouais. Moi je pars Ouais. pas du coup. Tu pars pas? Ah putain, c'est vrai que tu peux pas. C'est vrai que t'es Tu droitier. peux pas toi. bosser. C'est pour ça que Et il est manqué avec tes doigts. Et Toi, il tu voulait pas avec tes petits doigts là. Mais avant je t'ai fait avec 2 doigts maintenant. Bah oui. Un. Mais il y a une vidéo d'ailleurs. Hein. Ouais. Il y a une vidéo de ça. Bon, Aix-en-Provence, c'est aussi l'occasion de peut-être de recroiser des gens que vous avez pu voir pendant le Winner Expo Poker Tour dans les étapes régionales et de les voir. Je sais pas, potentiellement s'approcher de l'argent. Enfin, tu vois, il y a des Oui, il y a plein d'histoires. plein d'histoires. Ah, ça c'est super pour ça, quoi. Tous les ans, il y a des mecs qui vont loin, qui sont partis des étapes free roll, quoi. On a un fichier, on les a tous compilés et j'en ai retenu certains plus que d'autres pour la finale, pour justement aller les suivre, faire un petit focus sur eux, savoir où ils en sont. Mais c'est vrai que moi j'ai connu l'année où c'est Cyril Georges qui gagne, qui était le premier qualifié free roll, qui était parti de 0 € et qui va gagner la finale à 100 000. Donc la pub elle est géniale parce que c'est véritablement possible, quoi. Je crois que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, moi je te coupe, il y a ça aussi, hein. le gagnant du high roller. En fait, c'est un mec qui s'était qualifié pour le main. Il fait son item dans le main, donc il prend les 1000 balles et il se dit bon bah de toute façon je suis venu avec 0, j'ai envie de jouer, vas-y On high l'a roller. reçu, non? Et ouais, et je me souviens parce qu'il avait un logo Kill Tilt notamment, c'est pour ça que je me souviens de lui. Ouais. Non, parce Bon, que il y je avait sais- mot technique. Mais non, mais parce que je le vois sur la TF, il avait les lunettes, il avait la capuche et il a un logo Kill Tilt. Je me dis mais tu vois, forcément ça m'intrigue. Et il a gagné le high roller, je crois, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Jonathan, il me semble. Ouais, t'as des histoires Non, comme mais il ça, invente des trucs. Jamais. C'était Voilà, on Flavien l'embrasse, Guénan, en fait. on l'embrasse. Hein? C'était Flavien Guénan en fait. Comment qu'il aurait gagné un tournoi? Ouais. M'étonnerait Putain, je l'ai pas. pas reconnu, les lunettes, je l'ai pas reconnu. Putain, la table. Et l'an dernier, il y avait eu, c'était Sunday, je crois, sur la table finale, qui n'était pas rien qualifié free roll. L'année d'avant, on en avait eu un aussi. Et c'est des mecs, tu crées forcément un lien, aussi avec les gens, parce que forcément pour la marque, t'as envie, mais aussi pour eux, quoi. Oui, bien Puis sûr, vraiment, t'es ils sont content pour partis de eux. 0, ils ont joué à des Sitengo, voilà. Et puis tu C'est veux parti de juste- là, quoi. Tu veux juste des gens qui ont des émotions en fait. C'est Tu ça. vois, et là, tu les vois, vraiment, ils vivent le tournoi à fond. Tu t'en fous qu'ils fassent des erreurs ou pas, mais juste qu'ils vivent un moment. T'as envie qu'ils Voilà. fassent des erreurs, t'as envie que justement ils montrent que c'est pas, voilà, c'est pas, ils jouent pas parfaitement, quoi. Et c'est comme moi. Mais- J'allais dire comme vous, mais non, comme moi, quoi. Voilà. En tout cas, on va suivre ça dès la semaine prochaine. Le main event, je crois que ça commence le stream. Commence Le coverage, jeudi prochain, le stream. Je vais ouvrir le coverage samedi. Voilà. Voilà, il a ses petites clés, les petites clés du cadenas du coverage. C'est J'arrive, parti. j'ai posé mes petites affaires là. Je suis jamais allé à Aix-en-Provence. Alors, il y a un truc qu'il faut vraiment pas faire, c'est le buffet. Ouais, mais alors attends, ce que Non, je me vraiment. demande, c'est que là, Faut il y pas aura. le faire trop, quoi. Faut Eh pas ouais. trop. Mais Il est alors, fermé alors, c'est vrai? Parce qu'il y a tellement de monde, c'est pour ça qu'il. Putain, j'y vais une semaine. Ah bah, j'y j'y vais vais pas, une alors. semaine, moi. Mais en vrai, je m'en doutais. Non, mais tu sais quoi, Non, j'y mais vais je une m'en semaine, doutais. je parle du buffet à tout le monde. Tu sais, mais Ouais. moi, ce qui me fait plaisir avec son c'est pour le buffet. je me lève le matin, je dis putain, il y a le buffet. Mais je m'en doutais. Il est En fait, fermé. j'y ai pensé. À partir de quand? Parce Est-ce que peut-être quand on a. Ah non, il arrive, il est fermé. Il y aura une variante.
Ouais, ils vont le refaire. Ouais. Mais il y aura trop de Peut-être monde. ce sera Tu encore peux pas meilleur. en fait. Hein? Peut-être ce sera Non, encore non, meilleur. non, non, non. Il sera pas meilleur. Le buffet d'Aix-en-Provence, les amis. Sera pas meilleur. On Ah, pourrait par faire une contre, là- émission Club Poker Radio exprès sur ça. Putain, j'ai une petite déception là quand même. J'avoue, je m'en doutais, mais j'ai une vraie. Et Laurent, il est content par contre parce qu'il a pas à payer. Il vient pas. Déjà, il vient pas. Il a failli venir à cause du buffet. Hein. Mais là, il vient pas. Donc bon. C'est pas plus mal parce que Il quand a- je vois comment je me comportais à Chypre, je me suis dit qu'une semaine de buffet, je suis revenu avec 15 kilos en plus. quoi. Ça c'est, tu vois, dans ma vie, il faut que je vois le buffet de Chypre. Il faut que je le vois. On m'en parle. C'est Max, il m'en parle chaque fois avec des étoiles dans les Max, yeux. il va nous payer, il va nous inviter à Chypre. Chaque jour, il est différent, il change tout, c'est incroyable. Ouais, mais Et c'est à cause de deux mecs à la roulette. Au final, il y a 95% des gens qui prennent tout le temps la même chose hein, sur ce buffet à Chypre. Ouais, regarde le casse-baraque. Regarde le mec qui vient te. Et alors laisse-le Et avec alors nos rêves. C'est là qu'il est impressionnant. Laisse-nous, il y a des gens, ils veulent aller jouer le main event, nous on veut le buffet à Chypre. Chacun ses rêves. Chacun sa rêve. Ouais. Ouais, c'est le buffet des tritons, quoi. Moi, c'est ça qui me fait rêver. Je vous propose, Steven, on se fait le petit tirage au sort. Et pendant ce temps, Alors, Maxou, ça te dérangerait pas de. Tiens, je te passe la boîte et tu commences à me. Il faut sortir toutes les pièces commencer à rangées par l'ouvrir. l'ordre chronologique et Alors, par attends. quoi. on va lancer le. Alors, pour rappel, Tapi, rappelle-nous ce que gagne le gagnant du tirage au sort. Alors, le gagnant, il gagne un exemplaire de popcorn. Incroyable. Dédicacé. S'il veut. Parce que, Dédicacé. bon, Il veut. Et donc, peut-être dédicacé, Mais attends, dédicacé par qui? Ah bah, dédicacé par qui il veut. Par mais qui il veut. après, On est d'accord. Ok. Par qui il veut. quoi. Donc ça veut dire qu'il faut enlever le blister, quoi. Il est pas. Oui, tout à fait. On peut lui Et faire une carte. On n'est pas obligé d'ouvrir tous les trucs. Alors attends, et là il faut ouvrir toutes les petites pièces. Ah putain, ça va. Alors, prendre- ça va attends, prendre- on va lancer. Ça va prendre une heure. Avant le jeu, on lance le tirage au sort. Steven, es-tu prêt? Vas-y, Allez, Steven, vas-y, c'est Steven. parti. Ah putain, il a 3, 2, 1, c'est parti. tiré au sort. Je vois quel. Jade Germain. Jade Germain. Jade.Germain. Jade.Germain. Germain, donc c'est peut-être Germain, c'est peut-être Jade, GG à peut-être Jade GG à Germain, qui toi, est Jade un- Germain. qui est un nom composé peu utilisé en Alors, France. comment on Rien vu fait. sur le truc. Mais il y a Audrey Ouais, Coaching. C'est vrai que nous, on n'a pas vu sur le truc. Ouais. Comment, Jade Germain, comment, Regarde, ça va apparaître là. Comment il te, Ah, comment voilà, il te Jade contacte Ah, comment il te contacte? Instagram. Instagram, Jade Germain. Je ne sais pas si c'est Germain ou Et Jade. si là tu te on va dire crées un compte et tu dis je m'appelle Jade Germain. Ah ben non, parce qu'elle a participé avec son pseudo. Ouais. Jade Voilà, Germain, donc il faut voilà. donc, Donc elle te. Elle me contacte. Te Puis contacte. peut-être je réponds, peut-être je réponds pas. Ouais, nous, En tout cas, Jade, après, nous, on s'en fout, hein, on a fait l'émission. Jade, t'as gagné une boîte de popcorn et dédicacée si tu le souhaites. Donc, faut que tu nous le Elle dises vient avant la d'envoyer fin un de message, elle l'émission. a dit non, Et, non, c'est pour le revendre. Faut choisir dédicacé main gauche ou main droite. Parce que bon. Ah, Qu'est-ce qui est écrit mieux de la main gauche, non? Non. Bon, alors je sais pas dans quoi on s'est lancé, les amis. Ah, surtout si vous n'avez pas enlevé toutes les pièces. On n'a pas enlevé les pièces, il y en a pour une demi-heure. Il y en a pour une demi-heure. Déjà, est-ce que On peut. Steven, est-ce que tu peux nous mettre la caméra du plateau de jeu, s'il te plaît? Sinon, on Bravo, peut faire Jade. une vraie partie technique en attendant que ça soit mis. non, mais déjà, ce qu'on Non, peut on faire. a dit qu'on était venu c'est- pour pas parler de poker. Voilà, on n'est Ouais, pas c'est venu vrai, pour c'est parler de vrai. poker, mais non, mais ce qu'on peut faire déjà, c'est commencer à expliquer le jeu, le concept du jeu, parce qu'au final, on n'en a pas exactement C'est parlé. vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, est-ce qu'il voit l'écran bon, si il le voit là sur la table. Ça, c'est Ouais. les plateaux de jeu. C'est les plateaux de jeu donc, qui représentent les cinémas des joueurs. Donc chaque joueur a un cinéma qu'il va devoir gérer pendant la partie. Ok. Donc en gros, ça c'est une représentation de son cinéma avec 3 salles possibles. Donc au début de la partie, il y en a 2 qui sont déjà construites et une 3e qu'on peut construire. Après, je peux présenter le reste, mais Vas-y, dans le, vas-y, présente-nous un petit peu tous les éléments. En les montrant ou je sais pas. Tu étais ici chez toi, tu fais ce que tu veux. C'est ton jeu. Ouais, c'est peut-être une expérience qu'on va pas renouveler, Ouais, hein, mais je sais pas. Non, mais on mais, teste. Non, mais donc en gros, il y a ton petit- quand tu gères, donc tu vas gérer ta salle. Il y a plusieurs éléments qui vont être pris en compte. C'est le choix de tes films. Tu peux acheter Ouais. des nouveaux films à chaque fois. Donc en gros, chaque tour de jeu, tu vas pouvoir acheter un film, construire une salle, ou alors faire de la réclame. Donc ça veut dire récupérer des spectateurs en fait qui vont venir chez toi faire de la promo, quoi. faire de la Ouais. promo. Ouais. Et ça, tu pourras les prendre soit au milieu du jeu, comme on l'a dit, soit les Ouais. piquer chez tes adversaires. Il faut pas C'est se ça, tromper, ouais. sinon après on met des mauvaises remarques sur. Sachant qu'il y a aussi des défis cachés. À chaque début de partie, tu tires une carte. Alors c'est des objectifs. C'est des cartes que tu vas pouvoir gagner pendant toute la partie.
en fait, qui sont des objectifs à faire pendant la partie, qui vont te rapporter du popcorn en fin de partie. C'est des bonus. Parce que les points de victoire, c'est les popcorn. Donc le but c'est d'avoir du popcorn. D'avoir le plus de popcorn D'avoir le plus possible. de popcorn. Là, on a vu une vidéo il y a pas longtemps, il y a un couple qui jouait avec du vrai popcorn. Hein, Ouais, bah c'est moi c'est un truc que j'aurais bien aimé avoir pour le jeu, c'est qu'ils jouent pas forcément du vrai popcorn, mais des popcorn un peu plus épais, plus élaboré, genre en plus élaboré, polystyrène. ouais, pour que ça fasse plus En 3D. corné en 3D, ouais. J'avoue, j'ai joué avec Malana, on s'est fait des popcorn à côté aussi. Ouais. Bah, tu entends Ouais, c'est- popcorn tout le long, t'as envie de manger des T'as popcorn, envie tu de vois, manger t'es un des peu. Donc là, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de popcorn possible. Popcorn salé ou sucré, c'est important. Sucré, toujours. Et donc Ah, t'es team salé, toi? Ouais, bon, je suis team pas trop popcorn, mais. Ouais, moi aussi, je suis team. Popcorn salé ou sucré? Non, moi je suis team pas trop popcorn. Et si. Tu fais salé. trop attention, laisse-toi aller. Faut Ouais, Maltesers quoi. après c'est le popcorn, ça représente un peu le cinéma et ça représente. À l'américaine. Avec les Mais drive-in. après moi par exemple j'aime pas voir des gens qui mangent du Ah popcorn. non, mais non, par mais contre, c'est- je c'est n'ai quel jamais, enfer, mais- jamais je prends du popcorn au cinéma. C'est genre horrible. Moi, je prends du popcorn chez moi parce que je m'en fous, mais au cinéma, jamais. C'est C'est même le truc le moins adapté. J'ai envie de tuer les gens. Voir un film, quoi. Et Ah si, il faudrait inventer du popcorn Silencieux. qui fait pas de bruit, ouais. ouais, mais bon, c'est compliqué. Mais c'est comme le pire. Le pire, c'est les Peut-être un truc, les paquets les gars. Haribo. J'ai l'impression que dès que les gens sont dans un cinéma, ils ne savent plus ouvrir un paquet de bonbons. Ils font un bruit, mais c'est pas possible. Et en plus, Mais il parce qu'ils faut font ouvrir attention vite. de- Mais Parce oui, qu'en fait, tu loupes un coup. ils veulent le faire doucement. Donc en gros, ça fait encore plus de bruit. Et pareil, quand ils prennent leurs bonbons, ils font. Tu sais, c'est horrible. On est vraiment sur une partie technique Ouais. hyper Si, on est sur une orientée, partie technique. très, très Cinéma, technique. on est en train de soulever un peu les erreurs des lines. Comment manger quel bonbon au cinéma? Bon alors vas-y, alors là c'est le tout début de la partie, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors d'abord, on doit installer tout le jeu, donc Voilà. ça veut dire Bon, que déjà, Que fait Max Attends. à côté. que fait Max. C'est Mais soit je peux le faire, mais Ah, c'est vrai qu'il je a. pourrais un- plus parler en même temps. hein. Voilà. Puis j'ai mon Donc non, au début. Au début de la partie, donc chacun a son plateau de jeu, donc qui représente son cinéma, et a un sac, donc qui représente son public, OK. dans lequel il y a 5 spectateurs blancs, qui sont des spectateurs neutres, et un spectateur de chaque couleur. Les spectateurs Ils blancs, sont dans un ça sac, c'est un peu voilà, comme les spectateurs, c'est un peu c'est clivant quand même, non? Ouais, bah, Les spectateurs blancs, ils servent à rien. C'est pas des. ça va rien. Il Ça, faut c'est avoir quoi, des ça spectateurs de couleur. J'ai pas des d'avis. petits Alors bâtons ça, c'est là. des petites réglettes qui se mettent ici, Devant les films, devant les... c'est la, Non, non, sur les lignes comme ça. c'est la ligne. Voilà. Hop. En fait, ça représente la file d'attente qui est devant le cinéma. D'accord. Et donc là on est prêt à jouer ou pas encore? Non, pas encore. Donc, Donc quand il y a marqué 1 heure, c'est la préparation, hein, c'est sur la boîte. non, c'est vrai que Bah, avec des micros devant. Et, en fait, il y a beaucoup de. un peu Le truc, c'est qu'il y a, compliqué. vu qu'il y a pas mal de subtilités au début, pour comprendre les règles et tout, tu prends un petit peu de temps. Mais après, une fois que t'as tout pigé, c'est cool. J'ai mes 3 réglettes, je les mets ou pas? Voilà, t'as Ouais, tes 3 réglettes. Donc là c'est bon là. Ah, Moi, ça, moi je suis prêt moi. Donc là, en presque faut prêt. que Je suis presque prêt. Faut que tu sortes les cartes film. Les cartes film, OK. Voilà. Non, c'est Non. les autres. Ouais, celle-là. Donc on a tous un film de départ. OK, Et vas-y. normalement, il y a un 1 au dos. Faut trouver les 1. Trouver les 1. Ils sont là. OK, donc là j'ai Ça, mon c'est le film. film que tu mets dans ta première salle. Voilà. OK, je peux le montrer? Ouais, Oui, tu peux le montrer. Donc, Attends, ok. c'est quoi le nom du film? La fin du monde, Voilà. Très en bien. référence à la guerre des mondes. C'est toi Peut-être. qui a trouvé les titres? C'est un travail collectif avec mon chef de projet. Non, tu le C'est glisses. Tu le glisses devant. En fait, c'est En haut. Voilà. Non. Voilà, comme ça. voilà, Bouge comme pas. ça. Ouais, voilà. Oui, ça rentre. Ça rentre. Voilà. Et tu le mets un peu plus. Tu peux le faire glisser encore. Ouais, tu peux le faire glisser encore. J'ose pas vider, Voilà. Et donc la réglette, tu la mets au niveau au-dessus du verre, là comme ça. En fait, Voilà. La réglette, à chaque tour, elle va monter. OK. le vieillissement Eh ben, de si, ton je vieillissement. commence à comprendre. Voilà. OK. Ok. Il y a un mec qui nous écoute en podcast, il est en train de conduire. Et quand est-ce qu'on met des mains de heads up entre Linus et Il n'y aura pas ça aujourd'hui, oui, je vous le dis. écoute, bah, il écoutera la semaine prochaine. Mais Ouais, c'est vrai. Voilà. Ou il écoutera une émission. Il qui est écoutera dans 2 semaines, peut-être parce que Ouais. la semaine prochaine, on est à Aix. D'accord. C'est vrai. Pas sûr qu'il y ait partie technique. Donc voilà, donc là au début, tu as un seul film comme ça et tu as tes spectateurs. Donc c'est comme je dis. OK. Et tu as un certain nombre de films qui sont proposés. Donc il y a 6 films, 3 en avant-première et 3 qui sont dans les films de la semaine, que tu vas pouvoir acheter pour soit remplacer le film que tu as déjà, soit pour le mettre dans une autre salle. Donc tu peux avoir 3 films. Tu as 3 salles. Tu peux avoir 3 OK, et comment j'augmente ma réglette? À chaque tour, ta réglette, elle En augmente. fait, chaque tour, ta réglette, elle va cacher une des actions qui est possible sur les films. OK. Et
la petite ligne qui est en bas, là, avec les petits carrés, là, Ouais. c'est la piste d'affluence. Donc ça représente le nombre de spectateurs qui vont dans ton cinéma. Donc il y a un petit cube qu'on met au début de la piste, sur le 3. Donc au début, tu as 3 spectateurs qui viennent dans ton D'accord, cinéma. donc c'est la première case, quoi. Voilà. Ok. Première case. Et cette piste d'affluence, on va essayer de la faire augmenter progressivement pour avoir de plus en plus de spectateurs qui viennent dans les salles. Donc à chaque fois que tu vois le petit Ouais, plus 1 ouais, à je droite vois. là-bas, dès que tu as un petit plus 1 comme ça, par exemple, si tu construis ta 3e salle, T'as un plus C'est un plus 1. Ouais. Donc, et j'ai un. tu gagnes un l'avance. spectateur. Ok. Ça, c'était. Il faut pas les perdre, ces Ouais, petits. ça, c'est les petites réglettes. Bon, globalement, je pense qu'on va pas non plus s'étendre beaucoup plus sur la partie parce que on va pas se lancer dans une partie, mais merci Maxou à la production, Sur à la la production. technique, c'est ton Et- jeu, Maxou. Tu l'as mérité, Ouais. ton jeu. Ah, c'est Bravo. ton jeu Maxou en plus. Ah bah c'est cool, mais tu vois, il est déjà prêt. Attends, Et c'est voilà, trop comme bien. ça, t'as tu appris gagnes les du règles. temps. Ce soir, tu peux rentrer et paf, tu lances une partie. Mais juste après, juste le truc qu'on peut dire, c'est que donc à chaque tour, en fait, tu tires tes spectateurs et en fait, tu les mets dans les salles que tu as construites et en fait, pour faire des actions des films. Donc en fait, si tu as un spectateur, les spectateurs qui sont de couleur, donc vert, bleu, rouge, jaune, en fait, c'est qu'ils aiment plus particulièrement certains types de films. Ah Par d'accord. exemple, Ok. les rouges, ça va être les films d'action. Les verts, c'est les films d'aventure, j'imagine, ou un truc Les comme verts, ça. c'est les films fantastiques, aventure, science-fiction. Les films bleus, c'est des drames. Et les films jaunes, c'est des comédies. Et en fait, tu vois, si tu mets le bon spectateur sur le bon film, tu vas pouvoir débloquer les actions qui sont sur la carte du film. D'accord, ok. Et donc, ils vont te permettre de gagner de l'argent, gagner du popcorn, récupérer des nouveaux spectateurs, augmenter l'affluence. Après, tu auras les cartes sièges aussi. C'est-à-dire que là, tu n'as Ouais. que des sièges gris pour l'instant. Donc, tu peux mettre n'importe quel spectateur dessus. Après, tu auras des sièges de chaque couleur. Et si tu mets un bonhomme qui correspond au siège de sa couleur, tu as un autre bonus. C'est ça, ouais. C'est des sièges un peu confortables. C'est ça, salle premium. C'est des salles premium. ouais. Je vous montre juste. Bien Ça, c'est les règles du jeu. Je vous montre les règles du jeu. Ouais, c'est simple. Hein. Ça, c'est le Non, volume mais- 1. C'est En vrai, bien débuté. En vrai, Ça, c'est bien débuté à En Popcorn. vrai, c'est pas compliqué. Ah. Ça prend du temps pour connaître les règles, mais c'est pas compliqué. En vrai, ça paraît compliqué, mais tu y joues, tu comprends tout de suite tout ce qu'il y a. En fait, ce qui aide vachement à comprendre le jeu, c'est le thème aussi. Tu vois, c'est qu'en fait, les trucs que tu fais, c'est assez logique. Mm. Et en fait, tu vas facilement savoir si tu as le droit de faire tel truc. D'accord, ok. Et les règles, alors si t'as pas l'habitude de jouer à un jeu de ce calibre-là, peut-être tu vas être un peu perdu au début sur les règles, mais Au pire, on t'envoie un Non, mais message. en vrai, si, tiens, il y a des vidéos aussi. vous dire, je l'ai qui fait. expliquent les Ouais, voilà. règles. Moi, je regarde des vidéos sur YouTube, tu tapes Popcorn jeu et tu tombes sur des vidéos où tu as des mecs qui expliquent les règles et franchement, c'est bien fait, tu comprends vite. Hein. En 20 minutes, tu as compris les Et règles. le livret est très bien fait. Et le livret est bien fait Ouais. aussi. Avant qu'on se quitte, vu qu'on reste dans le thème du cinéma parce qu'on aime parler de cinéma, votre coup de cœur de l'année, c'est quoi? Alors pour l'instant, On est qu'en mars. Ça va être on est qu'en mars. Ça va être un film d'animation, un tout petit film d'animation, mais je vais en parler parce que justement il n'a pas fait beaucoup de bruit en salle, qui s'appelle Slocum et moi. Et c'est un espèce d'autobiographie par un vétéran de l'animation française qui a 85-90 ans maintenant. Et c'est un tout petit film en aquarelle et qui raconte l'histoire c'est vu du point de vue d'un petit garçon, enfin d'un adolescent dans la banlieue parisienne, à l'après-guerre. Et son père se met en tête de construire un bateau dans son jardin, qui est la réplique d'un des premiers navigateurs qui a fait le tour du monde à la voile. Et donc tu suis la construction de ce bateau, tu suis la découverte un peu de ce milieu-là par cet adolescent qui représente le réalisateur, et comment il va découvrir à la fois le dessin, à la fois l'aventure, à la fois se réaliser lui-même, et la construction de ce bateau qui va plus ou moins aboutir. Mais c'est une petite tranche de vie, une petite chronique, et je sais pas, ça m'a parlé. Ça t'a touché, quoi. Ça m'a touché à titre perso parce que je me suis retrouvé un peu. Il a envie d'aider, mais il est pas très bon dans le bricolage, donc forcément ça m'a rappelé moi. Quand mon père me disait tiens, viens filer un coup de main, et va me chercher tel truc dans l'établi, et j'étais là genre de quoi tu me parles? Il y en a 28 des clé trucs. de 12. Voilà, et je me suis imaginé lui avec son père, son grand-père en train de bricoler. Enfin, ça a ramené plein de souvenirs, plein de trucs en moi. Alors, il est plus en salle forcément parce qu'il est sorti début janvier, je crois. Mais voilà, je l'avais vu au Festival d'Annecy l'an dernier. J'avais beaucoup aimé. Ça s'appelle Donc, Slocum, Slocum et moi. Slocum et moi. Ok. Voilà. tapis. Tapis. Moi, c'est un film qui s'appelle 20 dieux. Je sais
Ah bah, vieux. qui a Qui est été un- tourné pas très loin de chez moi. Ah ouais, C'était, qui est assez c'est un- incroyable pour le coup. Qui a Un tout petit raflé, film. qui a bien marché au Ouais, il a eu César, non le Meilleur César premier du film, non meilleur premier film, et l'actrice aussi a eu meilleure révélation, je crois. Ah, non, Si, si celle. ouais. Si l'actrice, je crois, a eu meilleure révélation. Taker, meilleure révélation, c'est pas celle de comment ça s'appelle le film là, avec le demandeur d'asile qui Non, elle a eu meilleur second rôle. c'est meilleur second Ouais. rôle, pardon. Et ouais, enfin, c'est un film sur le milieu rural qui est vraiment très très bien, quoi. Pour le coup. 20 dieux. 20 Un dieu, ouais. Ouais, ouais, ça a été tourné en Dans le Jura. dans le Jura. Dans le Jura, C'est ça, ouais. ouais, pas très loin de chez moi. Ok. Et bah écoute, et toi Chichi, c'est quoi ton De là, moi j'ai regardé le film le roman de Jim là pour le meilleur Ouais. acteur. Très bon. Ah, tu l'as vu regardé, j'ai bien aimé. Ouais, ouais. Moi j'avais vu la bande annonce, sympa. ça me donnait pas très envie hein, quand même, mais Non, mais Faut s'habituer à la manière de jouer des acteurs, mais c'est. ouais, bah un après film qui c'est est bon, vraiment- c'est pas un film d'action, hein. Mais je trouve pareil, c'est une belle tranche de vie. Enfin, c'est bon en émotion, c'est assez fort en émotion, c'est assez prenant sur certains sujets, quoi. Puis après, il y a le vécu personnel aussi des gens, mais j'ai trouvé pas mal, j'ai bien aimé. Enfin, j'avais vu quelques critiques négatives du genre pourquoi lui il a gagné, et au final, c'est pas volé, quoi, je trouve. Ouais, non, carrément. eh bien merci beaucoup messieurs. C'était merci très à vous. cool de Merci vous à vous. avoir au micro. On se croise à Aix-en-Provence la semaine prochaine. Enfin, pas toi, Tapi. Ouais, non. Longue Et vie à Sismic, Popcorn. peut-être. Long- Sismic, peut-être. Sismix, bien sûr, on sera là. Là, on sera là. On pourra se faire une partie au bord de la piscine avec un petit Jéroboam de Rosé, si tu veux. Ok. Putain, tu vends du rêve là. Merci beaucoup à Simon et Steven à la technique. Merci Et à Maxou à la production. Maxou à la production. Bah, tu peux ranger maintenant, Maxou. Franchement, t'as foutu un bordel pas possible. C'est incroyable. De toute façon, c'est pas le mien, je m'en fous. Et puis, on se donne rendez-vous, nous, Chichi, la semaine prochaine en direct du Wipiti. Pas en Exactement. direct, mais À au Aix. Wipiti avec Aix-en-Provence. Allez, bisous à Bisous, tous. ciao, ciao.